Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Relève. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une des croyances les plus toxiques de notre époque. L'idée que pour réussir, il faut souffrir. Travailler dur, se dépasser, sortir de sa zone de confort, encaisser le stress, la pression, la fatigue et appeler ça de la réussite. Sauf que cette logique nous rend littéralement et collectivement malades. Burn-out, anxiété, épuisement chronique, perte de sens, déconnexion du corps. Et ce n'est pas une défaillance personnelle ou individuelle, non, mais bien un problème de modèle de société qui a été bien trop ancré. Mon invitée d'aujourd'hui, Laure Daudier, est une des rares à oser dire une chose radicale dans le monde du travail et de l'entrepreneuriat. Je suis revenue dans ces injonctions de non seulement il faut que je sois une excellente professionnelle, mais il faut aussi que je sois une excellente mère et que je sois Beyoncé. J'ai senti revenir des signes d'épuisement et puis le corps, quand il a pris déjà 2 fois, et la 3e fois, je n'y retourne pas. C'est de retrouver le goût de la suffisance. On parle beaucoup du burn-out parce que c'est peut-être l'une des seules maladies aujourd'hui qu'on peut raccrocher au travail. Exactement. Avoir pas d'argent, ça pue. Qu'il y a besoin d'une dose de stress minimale pour avoir de la performance. Et Judith Bardouic, elle définit la zone de confort comme une zone neutre d'anxiété dans laquelle on se sent en sécurité et en maîtrise. Si tu as absolument besoin de l'IA aujourd'hui pour que ton quotidien professionnel il soit soutenable, tu n'as pas un problème d'IA ou de... T'as un problème de business model. La zone de confort n'est pas un problème, c'est une ressource. Dans son livre, qui est juste ici, Exploite ta zone de confort, elle démonte le mythe du « il faut souffrir pour réussir », explique d'où il vient, religion, méritocratie, capitalisme de la performance, et propose un autre chemin, et un chemin qui nous plaît bien, nous, ici à La Relève. Elle propose un chemin à travers un travail dit robuste, on le définira, soutenable et surtout profondément humain. Un travail qui ne détruit pas pour prouver sa valeur. Aujourd'hui, avec Laure, on va parler du slowpreneuriat, du slow travail, presque de la slow vie. Pas comme un lifestyle qu'on pourrait avoir sur Instagram, mais vraiment quelque chose de bien prouvé, bien, comment je pourrais dire, éprouvé, expérimenté, on va dire ça comme ça, mais comme une stratégie de survie quasiment mentale et collective dans notre société aujourd'hui. On va sortir du mythe faut sortir de sa zone de confort et on va parler de ce qu'elle appelle la robustesse comme un antidote à l'hyper-contrôle qui nous épuise. Bonjour Laure. Bonjour Jennifer. Comment vas-tu ? Ça va très bien, je suis hyper contente d'être là et de pouvoir aborder ces sujets si importants ensemble et pour les gens qui nous écoutent. Et justement, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, donc je m'appelle Laure Daudier, ça vous l'avez. J'ai presque 40 ans au moment où on enregistre. Je suis maman de 2 enfants. Je vis avec leur papa aussi dans la campagne girondine. Et depuis 5 ans, j'ai fondé Ma Slow Boîte, qui est un projet qui a pour vocation de populariser et d'expliquer et de démocratiser le slowpreneuriat, qui est une manière de travailler dont je vais certainement parler avec toi dans quelques instants. Et plus largement, ma mission, c'est aussi de mettre en avant des modèles de travail qui ne demandent pas, pour être viable, d'épuiser les ressources, qu'elles soient naturelles ou humaines. Donc c'est vraiment sortir de cette idée qu'il faut sacrifier quelque chose, notamment quelque chose de vivant, pour pouvoir accomplir son travail et faire du bon travail. Là-dedans, dans ce projet-là, je fais de l'accompagnement, je fais beaucoup de pédagogie à travers des contenus aussi, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans des formations, dans des conférences, donc vraiment pour transmettre tout ça, expliquer. J'ai écrit ce livre-là qui est un peu le fruit de plusieurs années de travail là-dessus. Et je transmets aussi mon métier, c'est-à-dire que je crois fondamentalement qu'on a besoin de plus de gens sur le terrain qui soient capables d'accompagner aussi à ce mode de travail, à ce mode d'entrepreneuriat. Et donc, j'ai une école aussi où je transmets tout ce que j'ai pu vivre, modéliser, expérimenter sur cet accompagnement-là pour que je ne sois pas la seule. On est quelques-uns déjà de base à être accompagnants en slowpreneuriat, mais on était une poignée. Et ça me pose un problème. Il y a besoin qu'on soit beaucoup plus nombreux. Surtout vu l'ampleur du sujet. Surtout vu l'ampleur du sujet et surtout en proximité, en fait. Avec des formats différents, pour des publics différents, avec des sensibilités différentes. Parce que le côté un peu... il y a une poignée de personnes expertes. Moi, j'ai un problème avec ça parce qu'il y a beaucoup trop de diversité dans les publics à accompagner pour se limiter à une poignée de personnes. Donc, je veux rester seule dans mon entreprise, mais ma manière de m'étendre, c'est en formant des personnes pour qu'on soit plus nombreux et plus diversifiés sur ce sujet-là. Ce que je voudrais commencer, et attention, changement de décor, je voudrais commencer par justement péter les idées reçues.
Je vais te faire, il y en a une vingtaine, de phrases. Je voudrais que tu me répondes juste par oui ou par non. Okay. Et bien évidemment, c'est des sujets qu'on va aborder justement après et qu'on pourra justement nuancer. Si c'est peut-être un peu trop radical sur une phrase. Pour toutes les fois, j'aurais fait... Oui, exactement. Ok, c'est parti ? C'est parti. Il faut travailler dur pour réussir. Non. Si c'est facile, c'est que ça n'a pas de valeur. Non. Il faut sortir de sa zone de confort pour progresser. Absolument pas. Ce qui est facile pour toi est souvent ce qui a le plus de valeur pour les autres. Oui. Réussir doit se mériter. Non. Être occupé, c'est être important. Non. La stabilité renforce la capacité d'adaptation. Oui. Si je ralentis, je vais perdre de l'argent. Non. Les femmes sont trop sensibles pour la pression. Non. La culpabilité signale surtout une transgression du système. Oui. La valeur d'une personne ne dépend pas de ce qu'elle a enduré. Oui. Le confort est une condition à la lucidité. Oui. Si je ne suis pas épuisée, c'est que je n'ai pas assez donné. Non. Il faut faire de la croissance pour être légitime. Non. La valeur se mesure à l'impact, pas au surmenage. Oui. La sensibilité est une forme de lucidité. Oui. Se préserver, c'est protéger sa capacité à servir. Oui. Top. On va développer. Les bases sont posées. On va pouvoir amener. Donc, nous, ce qu'on veut dans cet épisode, c'est... tu le sais, on a 3 pans. C'est justement parler du slow. Donc, c'est vrai que tu le développes, hein, mais tu es surtout sur le slowpreneuriat, mais on ne va pas s'adresser qu'aux entrepreneurs parce qu'on sait qu'on peut le dupliquer, cette méthodologie, cette manière de penser, on peut le dupliquer partout. Donc, comment le slow, voilà, c'est pas une lubie, mais c'est vraiment une réponse à un système aujourd'hui dont on n'arrête pas de parler dans la relève, qui est un système qui nous rend malade. Défaillant. C'est une réponse, une solution en tout cas qu'on va apporter. Donc, on va le détailler. On ira parler surtout du sujet qui est souvent là où ça vient piquer, mais le sujet de la zone de confort où beaucoup de coachs, business ou autres, pour te forcent à parler du dépassement de soi, sortir de sa zone de confort. On fera le rapport aussi avec le sport parce que c'est ce dont on a parlé quand on s'est au téléphone. On va parler aussi un peu de la culpabilité. En gros, qui est un peu le sujet de la police intérieure un peu de notre système. Pourquoi on a culpabilité ? Pourquoi le système nous rend coupable voilà. Tout simplement. Et en quoi c'est un sujet de contrôle. Le sujet de la robustesse, donc ça, c'est des gens qu'on doit moins comprendre quand on parle ça à l'oral, mais tu vas le détailler parce qu'il y a un vrai concept autour de ça. La robustesse, c'est justement être dans l'anti-contrôle. Comment on est robuste, ça permet d'éviter le contrôle. Et voilà, puis on verra un peu tout ça à chaque fois sur l'individu et au niveau de système. Donc moi, ma question, c'est ce qu'on a vu ensemble. Donc le point de départ, au niveau de ton histoire, tu me l'as raconté, tu pourras le raconter, c'est tu as fait un burn-out il y a quelques années. Ouais, voilà, si tu veux en dire 2 mots. Et ça t'a amené quand même de manière assez radicale, assez rapidement, OK, il faut ralentir. Oui, alors radical et en même temps moins rapidement que ce qu'on pourrait penser, mais je pense que beaucoup de personnes vont s'y retrouver, c'est que parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on doit absolument être fort et qu'on nous responsabilise beaucoup individuellement sur notre santé, quand on crame, on se sent généralement le premier fautif. Donc oui, j'ai fait un burn-out quand j'étais salariée en 2017. Je l'ai pas... Je peux pas dire que je l'ai pas vu venir, c'est que pour moi, alors on parlait moins de burn-out quand même déjà à l'époque. Trop, ouais. C'était, mais moi en 2019, on en parle. Je savais pas ce que c'était. C'était un peu moins fréquent et surtout, moi j'étais à l'époque j'étais dans le domaine de la communication et j'avais beaucoup d'ambition. Je voulais me faire une expérience, gravir les échelons pour être en capacité d'entreprendre plus tard. Parce que dans ma tête déjà, entreprendre, c'était quelque chose qui demandait une ultra-résistance au stress et être excellent. Et moi, je me sentais plutôt comme quelqu'un de moyen, pas très résistant au stress. Pour poser le tableau, quand j'ai eu 22 ans, j'ai fait une tumeur inflammatoire derrière l'œil à cause d'un stress chronique. Donc, j'ai passé 1 an et demi sous cortisone parce que j'avais pas géré mon stress, tu vois. Donc, ça m'a fait une entrée dans la vie active où j'étais là, je suis pas la meuf la plus résistante du monde, mais je voulais entreprendre. Donc, j'ai accepté et je suis allée même vers des boulots qui étaient très challengeants, assez inconfortables, mais en me disant ça va être mon bootcamp, quoi. Je vais m'entraîner et ça va me renforcer. J'étais vraiment dans ces croyances-là à l'époque. Ça n'a pas marché, ça m'a même complètement fragilisée puisque j'ai fini au tapis. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, alors déjà j'étais complètement dans le déni, c'est-à-dire que mon médecin, quand il m'a expliqué que je faisais un burn-out, moi j'allais le voir en lui disant j'ai un rhume qui dure depuis 4-5 mois, ça commence à être un peu long. Et c'est lui qui m'a dit non, c'est pas un rhume. En fait, quand vous marchez sur le sol, si le sol vous paraît mou alors que c'est du béton, c'est pas normal, c'est pas une tumeur au cerveau non plus, c'est le stress. Donc, ça a été un choc parce que je me suis dit, en fait, c'est juste un verdict, je suis pas capable.
c'est moi le problème, je suis pas capable, alors qu'il y en a plein d'autres qui le font. Alors globalement, dans mon agence, je pense qu'on était tous cramés. Je fais partie de ceux qui ont craqué les premiers, mais voilà. Ça, l'air de rien, ça m'a fait prendre la décision de quitter le monde du salariat pour me mettre à mon compte, pour pouvoir retrouver de la maîtrise sur mon temps de travail et sur mes méthodes de travail. Parce que je travaillais beaucoup trop, mais je travaillais aussi beaucoup en adaptation constante, en suivant des méthodes où je sentais que c'est pas comme ça que j'aurais fait moi-même, pas forcément avec les bonnes personnes et tout. Donc j'avais besoin de retrouver cette liberté-là. Mais j'avais quand même l'idée, maintenant je suis à mon compte, enfin, il va pas falloir que je m'endorme, quoi. Sauf que je suis tombée enceinte en même temps. C'est-à-dire que j'ai posé ma démission, ça faisait un mois que je savais que j'étais enceinte. Alors, sur le moment, je me suis dit, c'est pas grave, je changeais de ville, je me suis dit, je vais me refaire un réseau, j'ai le chômage, j'ai pu partir avec une rupture conventionnelle, ça m'a pas inquiété plus que ça. Ce que j'avais sous-estimé, c'était l'impact sur le corps de vivre une grossesse quand on est en rémission de burn-out. Je conseille pas. Je l'ai pas. Alors, c'était une grossesse surprise, donc c'était pas un choix vraiment lucide pour le coup, mais qui était très bien accueilli. Donc la première année, ça a été, mais dès que je suis revenue de mon congé maternité, que je me suis dit maintenant on y va, je suis revenue dans ces injonctions de non seulement il faut que je sois une excellente professionnelle, mais il faut aussi que je sois une excellente mère et que je sois Beyoncé. Mais ça marche pas. Je n'ai pas autant d'assistantes que Beyoncé, déjà. Et tu pourrais un peu détailler ce que tu appelles, parce que moi je vois l'idée, et puis parce qu'on a un public principalement de femmes, mais les femmes qui nous écoutent, ou peu importe l'audience qui nous écoute, ces fameuses injonctions, quand tu dis je retourne dedans, concrètement, ça se matérialise comment ? C'est de me dire, alors j'avais déjà un temps de travail qui était réduit et qui était lié aussi simplement à quand est-ce que je n'avais pas mon enfant avec moi. Donc j'étais plus sur du 35-40 heures par semaine, mais cette impression qu'il faut que tout ce temps-là soit rempli de choses productives, il faut que j'optimise mon temps, il faut efficacité, optimisation, ce client-là, ça me tente pas trop, mais il faut que je fasse de l'argent, donc je le prends. Et en fait, où tu te retrouves à être pas mal esclave de ton business, en fait, alors qu'à la base, le business, un être humain, il te demande rien, lui, il suit normalement. Et tu vois, il y a ce renversement que je trouve qu'on a dans la société où on est au service, en fait, de nos entreprises. En fait, nos entreprises, elles sont juste le reflet du travail et de ce qu'on a à... Notre c'est surtout l'image de la réussite et de l'argent qu'il y a derrière, et donc par ricochet, si je tire, de nos insécurités. Exactement. Et donc en fait, on est surtout en prison face à nos modèles de réussite et d'insécurité à travers nos entreprises. Exactement. Enfin, je le vois plutôt comme ça. Mais complètement. Et puis on questionne pas trop ça, en fait. Donc moi, j'avais l'impression d'avoir retrouvé beaucoup de liberté, parce que c'est vrai que je travaillais moins, c'est vrai que je choisissais un peu plus certaines choses. Mais, par exemple, j'avais choisi un métier, je faisais de la gestion de projet externalisé, que je savais faire. Moi, on m'avait dit, si tu veux te mettre à ton compte, il faut que tu repères un besoin dans une cible et que tu amènes une réponse. Il y avait le besoin, je savais le faire. Je n'avais pas cherché plus loin que ça, je ne m'étais pas incluse, moi, dans l'équation. Et donc, en 2019, j'ai senti revenir des signes d'épuisement. Et puis le corps, quand il a pris déjà 2 fois, et la 3e fois, je n'y retourne pas. Donc ça m'a beaucoup alertée. Je faisais des crises de nerfs, je m'effondrais par terre parce que mon fils faisait une colère, mais lui, c'est un bébé de 1 an, il fait ce qu'il peut, enfin voilà. Puis ça, cette fatigue-là en plus, quoi. Oui, non mais c'est ça. Il faut le rajouter, donc là, ton corps, il te dit, attends, tu vas pas encaisser, là. Maternité plus début de l'entrepreneuriat, il y en a plein qui le font, mais il faut avoir conscience que c'est une période qui est éprouvante. Et donc, je pense, après une 3e crise de nerfs en peu de temps, je me suis dit, mais là, c'est pas possible. Mon stress doit disparaître au maximum. On peut jamais tout éliminer, mais en tout cas, le stress chronique, je n'en voulais plus. Et donc, je me disais, qu'est-ce qui me provoque du stress ? Il y a la maternité et le boulot. Côté maternité, je voyais vraiment pas ce que je pouvais faire à part attendre que ça passe, parce que je savais que c'était l'âge, etc. Et là, tu vois, le boulot, je me suis dit, mais j'ai toute cette liberté, finalement. En fait, je fais ce que je veux. Et ça m'a soudainement paru être hyper malléable, comme si j'avais beaucoup plus de contrôle que ce que je pensais sur mon business. C'était un peu le déclic, genre, mais en fait, je suis à mon compte maintenant, je fais ce que je veux. Et donc, j'ai dressé une liste noire. Je me suis dit, je vais prendre un papier et un crayon et je vais lister toutes les choses qui me génèrent du stress dans mon business. Et toutes ces sources, il va falloir qu'elles dégagent. Je ne sais pas laquelle en premier, je ne sais pas encore comment, mais c'est parti en fait d'un refus de ça, ce n'est plus possible. Et là, je veux plus vivre ça, je veux ressentir ça. C'est vraiment un refus. Exactement, un refus. Et ça, ce mot-là, j'en parle souvent et c'est quelque chose que je répète pas mal à mes clients, que souvent on trouve des solutions à quelque chose de plus soutenable quand on commence par refuser quelque chose qui ne l'est pas. Parce que tant qu'on laisse la porte ouverte, on a des réflexes et puis on a tout notre écosystème et tout notre environnement qui vient nous rechercher, en fait. Surtout quand on veut partir un peu à contre-courant. Et donc là, c'est vrai que moi, quand je dis ça, c'est fini, j'ai une certaine radicalité.
Et donc, j'ai dressé cette liste-là. Ça allait de tel client, en fait, il me stresse parce que si, parce que ça. Telle méthodologie pour me faire connaître. En fait, puis je venais du milieu de la com en plus, donc j'ai l'impression que oui, mais c'est bon, je peux tout faire. Oui, je suis capable de tout faire, mais j'ai pas envie de tout faire. Donc j'ai lissé tout ça et une par une, en partant du plus simple, de ce qui était le plus simple à changer. Voilà, je me suis demandé comment je pouvais transformer ça. Et ce qui a été très déterminant aussi à ce moment-là, c'est que je me suis demandé, bon, mais qu'est-ce que j'aime faire ? Et j'avais découvert à ce moment-là le Cercle d'Or de Simon Sinek, quelques années en retard, 10 ans après. Mais entre le pourquoi, le quoi, le comment et le quoi. Pourquoi. Ouais, le pourquoi. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper pertinent et j'ai fait faire l'exercice pour moi. J'ai trouvé un partenaire pour le faire et je me suis dit, mais je suis complètement à côté. Et je me suis rendu compte, par exemple, pour être très concrète, que donc, je faisais de la gestion de projets externalisés pour en gros des boîtes qui avaient besoin de refaire leur site web ou d'une stratégie digitale, mais c'est pas leur métier. Et donc, quand ils entendent des agences, des freelances, en fait, ils comprennent pas et puis ils savent pas faire un cahier des charges pour exprimer leurs besoins. Donc, moi, j'intervenais vraiment dans ce creux-là. Et je faisais donc le cahier des charges et la gestion et le pilotage de projet derrière avec les freelances. Et mon pourquoi, c'est de provoquer des déclics chez les gens pour leur permettre d'améliorer leur situation. Et dans mes comment, il y a la transmission, permettre l'autonomie, etc. Et je me disais, mais je ne leur permets absolument pas ça, puisqu'ils m'embauchent littéralement pour que je fasse à leur place. Je leur provoque pas de déclic. Ils s'en foutent, ils sont pas là pour ça. Et donc, tu vois, je me suis dit, mais en fait, je suis complètement à côté de ce qui me nourrit et ce qui s'appuie sur ce que je sais bien faire. Enfin, est-ce que je fais bien sans trop d'efforts, quoi, naturellement. Donc ça, je me suis dit, mais en fait, je suis pas du tout au bon endroit. Et puis, je me suis dit, mais en fait, je déteste mon métier. Enfin, je sais le faire. Je sais le faire, mais je ne l'aime pas. Parce que ça, c'est le problème de plein de gens. Je l'aime pas parce que c'est très inconfortable pour moi. En fait, je suis en adaptation constante pour être capable de faire un travail de qualité. Mais est-ce que à ce moment-là, ce que tu te fais quoi ? Est-ce que je vais un peu bien, je me permets dans ton histoire, parce que souvent, c'est ce que j'ai rencontré chez des personnes que j'ai accompagnées, que moi-même j'ai eu. Moi, j'ai fait 13 ans dans la banque et la finance. Et en fait, tu as ce sentiment, quand tu sais, ton corps t'a renvoyé, t'as burné, tu te dis, mais j'ai rien à foutre là. Il n'y a rien qui va. C'est-à-dire, au niveau des valeurs et tout. Mais il y a cette question qui te dit, mais en même temps, j'ai l'impression que je ne sais faire ou que je ne peux faire que ça. Oui, exactement. Et c'est pour ça que moi, cet exercice sur le cercle d'or, il a été assez déterminant parce qu'il y a dans les comment, tu vas notamment, c'est soit des valeurs cardinales, soit des talents. Et donc, ça m'a permis de me dire, mais en fait, je fais pas du tout ce que je fais facilement. Et en fait, on n'est pas du tout éduqué à connaître nos talents. Puisqu'on nous a expliqué depuis l'enfance que ce qui avait de la valeur, c'est ce qu'ils nous demandaient, de l'effort et de la souffrance. Et donc, à partir de là, et on nous a appris à repérer ce qu'on ne savait pas encore bien faire pour aller s'améliorer dessus. Et donc, forcément, la question des talents, moi, je l'aborde beaucoup. Les gens, ils savent pas. Et puis, en plus, je sais pas si c'est certainement culturel aussi, enfin, je sais pas si c'est propre à la France, mais c'est prétentieux. C'est vu comme prétentieux de dire « j'ai ce talent-là ». Tu vois, c'est compliqué pour les gens de dire « mais j'ai quand même pas… » Je pense plus en France que dans les pays anglo-saxons. Chez nous, tu vois. Oui, mais il n'y a pas forcément que la France non plus, mais en tout cas, il y a ce côté-là, tu vas quand même pas te la péter. Prétentieux, voilà. Exactement. Chez nous, c'est très… Et donc, il y a plein de gens qui ne connaissent pas leurs talents, alors qu'ils les expriment tous les jours. En tout cas, ils les voient pas. Ils les voient pas. Mais c'est ça. Ce que j'ai beaucoup accompagné là-dessus, sur mes coachés, sur l'identification de leurs talents. Et je me souviens, j'avais fait un podcast, je crois que c'est le numéro 24, on le mettra, où justement… ce qui est facile pour toi, c'est là où il y a de la valeur pour les autres. Exactement. Et surtout, ce qui est rigolo, quand je dis souvent aux gens, je fais réfléchis à quelque chose que tu fais où tu as des scrupules à le faire payer. Où tu te dis, non mais franchement, me c'est faire trop facile pour ça, pour moi, c'est du vol. non, parce que j'ai trop kiffé. Ouais. Exactement. C'est exactement pour ça qu'il faut que tu te fasses payer. Exactement. Et tu as raison, et c'est vraiment ce qui a le plus de valeur dans ce qu'on peut apporter, c'est ce qui nous demande le moins d'efforts. Sauf qu'on va en discuter. Voilà, on nous a éduqués à l'inverse. Et donc, moi, ça m'a permis de voir ça, effectivement, de comprendre un peu plus mes talents et de transformer même des choses qu'on m'avait amenées comme des défauts. Tu vois, par exemple, le fait moi, j'aime parler, tu vois. Être bavarde, on m'a toujours dit, c'est un défaut, tu parles trop. Mais en fait, c'est comment je peux en faire quelque chose d'utile, et voilà. Et donc, j'ai quand même pris cette décision, et ça, c'est important de le noter, où je me suis dit, il faut que je réduise mes sources de stress, mais j'étais convaincue que, du coup, mon business n'allait pas décoller. Je me suis dit, le but, c'est de maintenir un petit peu, de prolonger mon chômage, le temps de prendre soin de ma santé mentale. Mais j'étais pas du tout dans l'idée que ça pourrait donner quelque chose de positif. C'était maintenir le truc à peu près à flot, tu vois, en faisant le moins possible en termes d'effort. Et en fait, ça a été complètement l'inverse. Parce qu'à partir du moment où j'ai transformé mon business model, je suis passée plus sur de la formation, sur de la transmission, j'ai changé de cible. Et là, je me suis dit, mais en fait, ça marche mieux, c'est-à-dire que je travaille moins, ça me demande moins d'efforts, ça me stresse moins, donc ça m'a énormément aidée pour ma santé mentale.
Et en même temps, je gagne plus d'argent. Donc, waouh, fabuleux. Et ça a été un gros équation déclic. vertueuse, quoi. Équation vertueuse. Et en même temps, c'est comme ça que j'ai introduit mon livre, ça m'a mise très en colère aussi. Parce que je pense que c'est On nous a menti. Exactement. C'est le moment dans ma vie où je me dis, mais en fait, j'ai passé des années à aller dans un sens, à m'en prendre le mur et à penser que c'était moi le problème, alors qu'en fait, il existe une autre manière de faire dont je n'ai jamais entendu parler, que j'ai l'impression que j'ai découvert complètement par les circonstances. Presque par survie, presque. Ouais. Ah, c'était complètement de la survie. Et donc, c'était pas un choix idéologique, c'était de la survie. Et ça, j'ai passé quelques années en colère en me disant, mais c'est pas possible. Donc, cette colère, aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé pour m'en libérer parce que trop de colère, au bout d'un moment, ça n'aide pas non plus. Bien sûr. Mais ça a été aussi ce qui a fait que j'ai décidé de me dédier à ce sujet-là. C'était un moteur, c'est devenu un pourquoi. Ouais, en fait, c'est devenu une mission aussi, voilà. Tu vois. Et j'ai entendu le mot slowpreneuriat l'année d'après et chez une podcasteuse québécoise qui décrivait sa manière de travailler. Et je me suis dit, tu vois, elle a mis un mot et surtout, ça a mis du sens parce que ça m'a permis de raccrocher ma manière de travailler, que j'avais fait très intuitivement depuis, au mouvement slow qui ramène à quelque chose de beaucoup plus organique, de beaucoup plus soutenable, avec un rythme. C'est une opposition. En fait, le slow, ça a toujours historiquement été une réponse à un excès dans l'autre sens. Ça a commencé en Italie parce qu'à Rome, ils n'ont pas aimé voir un McDo débarquer et il y a une association qui s'est créée de slow food pour remettre en fait du sens et du vivant dans la nourriture. Et en fait, ça m'a beaucoup parlé. Ça m'a permis de me dire, ah oui, mais c'est vrai que c'est intéressant. Tiens, je vais creuser le mouvement slow. Qu'est-ce que ça veut dire et comment on pourrait l'approprier et le développer sur l'entrepreneuriat. Et en post-Covid, je me suis dit, bon, finalement... le milieu de la communication du digital, j'ai un peu fait le tour. Ça fait 10 ans que je suis là-dedans. Et je pense que c'est le bon moment, maintenant que les gens ont un peu pris conscience avec les confinements qu'il y a autre chose après le travail. Je me suis dit, c'est le moment d'aller porter ce sujet-là. Et puis, j'avais besoin aussi d'en parler avec d'autres personnes parce que je me sentais très isolée et vraiment ovni. Avec même toujours cette impression de, mais ça se trouve, j'ai juste de la chance. C'est-à-dire que ça se trouve, mon modèle, c'est pas un modèle. Même si j'ai entendu une autre personne en parler, ça se trouve... Tu vois, l'épée de Damoclès, je me disais quand est-ce que ça va me retomber dessus et quand est-ce que je vais avoir la preuve que finalement travailler en coupant son stress à la source, c'est pas une possibilité. J'ai juste un répit momentané et donc j'avais besoin de trouver des gens, d'autres cobayes, tu vois, soit d'autres gens qui vivaient déjà la même chose, soit transmettre moi ce que je faisais pour voir si ça marchait aussi sur les autres. Et l'origine de ma slow boîte, c'est ça. C'est, je sais que je ne veux plus faire ce boulot-là. Je ne sais absolument pas ce que je vais proposer concrètement parce que je ne sais pas ce dont les gens ont besoin là-dessus. Mais je vais ouvrir un compte Instagram, je vais parler de slowpreneuriat et je vais bien voir ce qui se passe. Et je vais co-construire tout ça parce que ça, c'était aussi la leçon de plusieurs tentatives avant. Je ne sais pas grand-chose à part ma propre expérience. Je vais parler du sujet et je vais voir où est-ce qu'il y a un besoin. Et c'est vrai que j'ai eu tout de suite un écho et c'est ce qui m'a permis de construire tout le reste. Justement, donc, tu parles du slow, donc slowpreneuriat parce que tu t'adresses principalement à des entrepreneurs, mais si on le transpose de manière plus générale, tu le définirais comment ? Parce que quand c'est au téléphone, j'ai bien aimé ta définition et j'aimerais que tu puisses la proposer là. Alors j'en ai plusieurs, ouais. Et du coup, comme ça, vous choisissez. On peut parler d'une manière de travailler qui est... alors on fait des entreprises à but humain et à moyen lucratif et pas l'inverse, parce que je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'on définisse la dimension économique en fait, de l'entreprise uniquement sous le volet du profit, ce qui en plus réduit beaucoup l'économie, je pense que c'est la source d'énormément de problèmes. Si c'est le but, c'est-à-dire que c'est la priorité dans les prises de décision. Et si l'homme est vu comme une ressource, ça veut dire qu'il est exploitable et que la santé est forcément un dommage collatéral. Donc, dans le slowpreneuriat, la santé de l'humain, y compris celui qui entreprend, parce que moi, je m'adresse aux entrepreneurs aussi pour ça, parce qu'en général, on nous oublie, alors que de notre propre santé découle beaucoup ce qui se passe dans notre entreprise. Donc, prendre soin de l'humain, répondre à des besoins de l'humain, de son environnement, donc vraiment l'idée de santé globale. Et le profit, c'est un résultat. Et l'argent est un moyen. Mais tu vois, c'est recaler les choses. Remettre les choses dans le bon sens, comme nous on fait dans la maison La Relève. Exactement. Et dans tout ce qu'on Mais c'est vraiment propose, un changement de prisme qui est très profond. Mais ça se joue dans les prises de décision aussi. Mais c'est vrai qu'une fois que tu vois ça... Mais il y a un changement de paradigme. On remet... Oui. En fait, on remet du bon sens. On remet du bon sens. À un moment dans l'histoire, on s'est égaré. On va en parler, mais on va juste remettre 19e, 20e siècle, on s'est un peu égaré sur l'ordre des priorités. On a tenté, mais là, on est parti un peu trop loin, les gars. Ça a marché un temps. Le monde a changé et surtout, on est allé au bout d'un système. Et le slowpreneuriat, il arrive aussi, le slow working arrive, encore une fois, en réponse à ça, pour réguler un peu. J'en parle aussi comme une manière de travailler en exploitant sa zone de confort. Et
tout ça, parce que je sais que le mot slow, les gens vont se dire c'est juste faire Ralentir, moins et mieux. ouais. Et oui, c'est faire moins et mieux, mais c'est pas que moins de temps. Ça, c'est souvent une conséquence. D'ailleurs, on commence rarement par là, sauf des gens qui sont contraints. J'ai ça aussi. C'est moins de temps pour les personnes qui aujourd'hui travaillent trop. Mais il y a des personnes qui travaillent pas trop, mais qui travaillent par contre avec trop de stress, avec trop d'inconfort, trop de charge mentale. Et donc, c'est le moins aussi de tout ça pour revenir à quelque chose de soutenable. Et aujourd'hui, je crois profondément que le travail, de manière globale, pour la plupart des gens, dans notre société, on est déjà hyper sollicité, hyper anxieux, etc. Le travail n'est plus soutenable. Et quand on est en plus à la tête de sa propre boîte, on a des injonctions supplémentaires à la performance qui font que, même si on contrôle plein de choses, en fait, on ne se l'autorise pas parce que, il faut être plus que les autres, etc. Mais c'est intéressant, je me permets de rebondir. Alors déjà, je te ferai revenir sur une phrase, enfin, je ne l'ai pas retenue parce que quand on s'est vu, je l'ai fait en marchant. Donc quand c'est en marchant, ça me demande d'être très concentrée sur ce que tu dis, je ne prends pas de notes, etc. Mais donc, j'y vais à la mémoire, donc c'est un très bon exercice si vous le faites pas, pour notre mémoire, etc. Mais je sais que tu avais une définition liée à la réduction du stress et la santé, donc je voudrais que tu viennes après. Oui. Mais je voudrais faire une petite parenthèse sur ce que tu dis, parce que toutes les deux, on est entrepreneuses, et moi je suis arrivée dans l'entrepreneuriat, il y a un bébé entrepreneur, hein, c'était il y a 2-3 ans. Mais je me souviens avoir souvent des volontés, une envie d'impact, voilà. Et très vite, parce qu'on parle de l'environnement, il y a qui on est, mais comme on est bébé entrepreneur, ça veut dire que notre conviction, notre impact, il est à la mesure un peu de notre confiance qu'on a en tant que dans ce nouveau statut, dans notre capacité à faire. Et là, tu te trouves dans un nouvel environnement d'entrepreneur où c'est très bien installé que ta valeur d'entrepreneur, c'est ton chiffre d'affaires, c'est ta performance. Oui. Sauf qu'effectivement, comme tu l'as dit, aujourd'hui, la seule ressource quand on démarre, éventuellement, si tu as la chance peut-être d'avoir un associé ou un assistant qui t'accompagne, etc., mais tu es seul. Donc, comme tu dis, la seule ressource dans laquelle on puise tout, c'est-à-dire l'énergie, le temps, l'argent, c'est soi. Ouais. Et souvent, on l'oublie d'ailleurs, le burn-out de l'entrepreneur. Moi, j'ai fait des conférences là-dessus. Et d'ailleurs, quand moi, je fais mes conférences actuellement, donc quand j'explique à travers mon parcours et puis tout ce que je raconte sur ma vision systémique, de la conséquence systémique de tout ça, je l'explique. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis fait happer par la version, devient une meilleure version optimisée de toi-même. Donc ça, c'est la partie mindset. Et la partie entrepreneuriat, donc au même moment, il y a ce truc, devient la meilleure version entrepreneur, ça veut dire démerde-toi pour faire 100K de chiffre d'affaires sinon t'es de la merde. En fait, c'est ça. Je le résume. Il n'y a pas de subjectivité. La meilleure, c'est la meilleure, mais comme ça. Tu vois. Et en fait, c'est de se dire, comment... Et tu te dis, OK, tu démarques sur LinkedIn ailleurs et en fait tu rentres, on te dit tiens je vais rentrer un peu dans le réseau entrepreneur, donc je vais me faire des connexions parce qu'on peut pas être seul, on est des êtres de lien, on fait des connexions et en fait on se fait tous happer par ça, ce qui fait qu'à un moment, alors qu'on a quand même des convictions humaines, on veut de l'impact, et ça je le parle en entrepreneuriat mais ça marche dans tous vos domaines de vie et de santé, on se fait happer et on se fait tirer comme une force opposée qui nous rattrape et comme si on disait non, là, rêve pas trop, on a besoin de créer de la croissance et de la richesse, viens ici et viens faire ton chiffre d'affaires et puiser ta ressource. Et du coup, même si tu parles de santé, tu parles de burn-out, etc., tu vois vite comment à un moment, t'es sur la limite permanence parce que t'as le système. Mais exactement. Ça, c'est hyper important d'en parler. Dans le slowpreneuriat, on ne cherche pas, un des piliers, c'est de ne pas chercher à faire de la croissance continue. Quelle qu'elle soit, que ça soit financière, on n'est pas toujours obligé d'être en train de gravir la montagne, tu vois. On a le droit de se reposer aussi. Et être content avec ce qu'on a. Et en fait, c'est ça. C'est de retrouver le goût de la suffisance. Parce qu'en fait, quand on est dans la croissance perpétuelle, et il y en a plein qui le vivent, et ça ne se dit pas forcément publiquement, mais dans les coulisses, ça se dit, en fait, tu es éternellement insatisfait. Et donc, tu vas juste chercher le prochain objectif qui est toujours plus haut parce qu'en fait, tu es là, c'est pas assez, c'est pas assez. Et ça, je trouve que c'est... Après, c'est très lié à notre société hyper consumériste et tout. C'est-à-dire que c'est pas que dans le monde du travail. Et moi, je crois que j'ai eu une chance, tu vois, là-dedans, parce que je pense que, comme tu dis, au départ, je me suis dit, allez, il faut que je donne... Tu vois, le côté Beyoncé, c'était aussi le côté... les paillettes et tout. Et tout ça, j'ai eu une chance, je crois, c'est que quand j'ai fait mon premier mois à 10 000 euros de chiffre d'affaires, ça m'a pas du tout excitée. La première fois que j'ai eu 5 chiffres sur mon compte en banque, parce que jusque-là, c'était qu'arrivé d'un coup comme ça. Je crois que c'était même plus que je crois que j'avais fait un mois à 14 000 sur un lancement, un truc comme ça. En fait, j'étais hyper déçue au départ parce que je me suis dit,
oui, ça m'a amené un peu de sécurité du genre, bon, bah, c'est bien, j'ai un peu de quoi voir venir. Alors, au passage, gagner de l'argent et savoir gérer l'argent, ce n'est pas du tout la même chose parce que je me suis aussi dit, wouhou, j'ai investi, puis bon, voilà. Là, je fais la même les premières années. Voilà, c'est 2 sujets différents. Mais en fait, je me suis dit, ça m'excite pas. Et ça, pourquoi je dis que c'est une chance, c'est que du coup, ça m'a complètement libérée de ces injonctions-là. Mais je sais aussi qu'il y a plein de gens qui se disent je suis capable de faire ça, donc mon cas ne va pas s'appliquer à tout le monde. Mais ça m'a permis de me dire aussi de beaucoup me sécuriser par rapport au regard extérieur. Aujourd'hui, moi, je partage mes chiffres d'affaires et puis alors, j'ai zéro gêne à ça. Je crois que je sais pas combien j'ai fait là en 2025, je dois être proche de 70 000 euros de chiffre d'affaires. Et en fait, j'ai monté, tu vois, j'ai fait 19 000, 20 000, 34 000, 45 000, 50 000. Enfin, tu vois, je monte un peu. Alors, je ne cherche pas à faire de la croissance, pour info. Mais c'est qu'au bout d'un moment, parce qu'il y a de la notoriété, parce que je change mes business models, etc., ça vient plus. Mais c'est pas un objectif. J'ai pas d'objectif de je veux faire plus. Donc déjà, c'est important de dire qu'il y a les objectifs d'un côté, et puis après, il y a ce qui arrive, et ça pourrait être dans l'autre sens aussi. Mais par rapport à certains confrères, consoeurs, qui sont sur de l'accompagnement en ligne, sur des formations, sur de la transmission, je fais beaucoup moins. Mais beaucoup, beaucoup moins. Et le fait que ça ne m'excite pas l'argent, ça m'aide aussi à ne pas me sentir diminuée par rapport à ça. C'est-à-dire que je me dis, oui, bon, en fait, je m'en fous, parce que je ne me compare pas là-dessus. Et par contre, sur les choses qui sont vraiment importantes pour moi, ma santé, le fait de m'éclater dans mon travail. Pas être stressé, est-ce que je sais que tu avais un rapport au stress? Ouais, le soloprenariat, c'est comment je remets... D'avoir le moins de stress. Tu coupes le stress à la source. En fait, c'est ça, c'est pas gérer le stress. Mais tu me l'avais dit, ça, cette phrase, tu avais dit une phrase un peu du style, tout ce qui est le slow, donc tu dis soloprenariat, mais le slow, c'est comment, en fait, dans mon paradigme, je fais surtout en sorte que je n'ai le moins possible de stress dans mon quotidien. Ta variable, tu remets l'humain et le stress comme valeur. Le stress chronique, en fait. Voilà. Parce que le stress, on peut avoir des pics. Le stress aigu, ça il est normal et il n'est pas problématique. Il est même plutôt souhaitable parce que c'est une question de survie, et d'attention au danger, etc. Là, c'est vraiment le stress chronique. Les humains vivent comme ça de manière générale. Voilà, on est globalement tous en stress chronique. Voilà. Et s'il vous plaît, on ne parle pas de bon stress, mauvais stress. Ça c'est du bullshit. Mais le stress chronique est problématique. Et en fait, pour moi, l'enjeu du slow, c'est ça, c'est de réussir à avoir une vie qui soit soutenable pour le corps. Et comment ça devient soutenable pour le corps? C'est de ne pas être en stress chronique. Le stress chronique, aujourd'hui, ça fait énormément de pathologies, déjà, et pas que de santé mentale. On parle beaucoup du burn-out parce que c'est peut-être l'une des seules maladies aujourd'hui qu'on peut raccrocher au travail. Exactement. Mais moi, j'ai fait une tumeur, par exemple. Tu vois, ma première fois que mon corps s'est exprimé, c'était la glande lacrymale qui pète un câble. Mais pas que, parce que tu vois, on a eu, ce sera l'épisode 44, on a eu Didier Lechémia qui est spécialisé qui est un des rares médecins, il peut pas le dire comme ça parce que voilà, mais qui est vraiment spécialisé en France sur la pathologie du burn-out. Il explique qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent dire, parce que l'OMS c'est que pour le travail, mais en fait il y a le burn-out parental, militant. Exactement, il y en a plein. C'est vraiment une explosion à l'intérieur du corps, de la psyché, de l'émotion, du physique, du mental, qui c'est un vrai effondrement. Je me permettais parce qu'effectivement, mais aujourd'hui effectivement, elle permet. C'est la maladie qui permet de faire le lien entre le dysfonctionnement entre l'humain et le travail. C'est ça, mais tu as aussi plein de maladies cardiovasculaires, des cancers. En fait, le stress, et ça c'est plus documenté peut-être que le burn-out, mais le stress chronique et un facteur accélérateur de maladies. Bien sûr, d'énormément de maladies. Et puis aussi de manque d'élan, de baisse de motivation. Puis de joie. De manque de discernement, de joie. Enfin voilà. Donc en fait, le slow, le but c'est ça. C'est pas juste... rééquilibrer un rythme, c'est que le rythme de la société aujourd'hui, il est pathologique. Et donc, c'est une arme de lutte, en fait, le slow, pour revenir à quelque chose de plus soutenable. Et c'est un sacré combat encore pour le moment, parce qu'on est très à contre-courant. Donc, ça veut dire, et pour moi, c'est tout l'enjeu aussi de ce que je fais sur le monde du travail à ce niveau-là, c'est comment ça devient moins un truc à contre-courant. Et donc, plus on va être nombreux à aller dans cette direction, et plus ça va devenir quelque chose de banal, avec des modèles, avec des récits, avec des discours, avec une acceptation de tout ça. Et ça va permettre à plus de monde de se l'autoriser sans que ça soit une transgression. Mais ce que tu dis, c'est exactement... Ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qu'on fait avec la Maison La Relève. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant de partir de trucs sophistiqués, c'est comment on regroupe un maximum de personnes à revenir à leurs fondamentaux d'être humain. On est des êtres de mouvement, des êtres de lien, des êtres de sens et d'être utiles. Mais comme tu dis,
pas avec j'apprends une compétence qui est complètement à l'inverse de mes propres talents, tu vois. Je fais du sens avec des choses qui sont naturelles. Il y a ce côté la nature, le vivant, ce qui est naturel. J'ai du sens à aider l'autre, c'est normal. On aime contribuer à l'autre, mais on peut le faire sans s'épuiser, sans souffrir et revenir à nos fondamentaux avant d'aller partir dans des trucs hyper sophistiqués. Et puis savoir après quoi on court. Par exemple, tu vois, sur l'argent, j'ai capté ça dernièrement parce que j'ai été exposée à pas mal de discours de coach pour devenir extrêmement riche et souvent des discours portés au passage par des personnes extrêmement privilégiées qui sont complètement aveugles à ça et qui pensent qu'il suffit d'eux. Et en fait, je me disais, mais les gens qui ressentent cette injonction à toujours gagner plus, mais dans le salariat, c'est pareil, hein. En fait, il y a une sécurité financière qui est de est-ce que j'ai de quoi couvrir mes besoins et de voir un petit peu et d'avoir un peu de réserve de côté. Normal. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Oui, on a besoin de pas être en déficit et en dette par rapport à la société. Complètement. Avoir pas d'argent, ça pue. On est tous d'accord là-dessus. Et je le dis parce que des fois, quand je parle de slowpreneuriat, les gens me disent oui, mais du coup, ça veut dire qu'il faut accepter d'être pauvre. Pas du tout. En fait, ça reste un modèle entrepreneurial. On est dans un système qui fait qu'aujourd'hui, si t'as pas d'argent, tu peux pas faire les choses. Et puis, on n'est pas aux États-Unis, on n'a pas de carte de crédit, tu sais, où on peut se dire c'est pas grave, j'ai pas l'argent, mais voilà. Donc ça, pour moi, c'est une base. Et je me suis rendu compte qu'il y a aussi beaucoup d'insécurité financière artificielle, dans le sens où on se sent pas suffisamment riche parce qu'on est tellement exposé à des discours et à des modèles de gens. En fait, on ne voit que ceux qui sont dans un extrême. Et puis, les gens ne parlent que de ces exploits, etc., qu'on en vient à se dire. Mais comme tu disais, on arrive, on se dit alors moi, je voulais juste me faire mes 2 500 € par mois, mais apparemment, c'est pas assez. Et donc, on devient insécure parce que, en se comparant aux autres, on se dit mais les autres vont pas se dire que je suis un vrai entrepreneur puisque moi, ça me suffit. Et là, dans le slowpreneuriat, moi, j'attire beaucoup de gens qui ont alors différentes réalités plus ou moins compliquées, mais aussi des gens qui tout simplement sont adeptes plutôt du slow dans leur vie et qui voudraient juste qu'on leur foute la paix avec leurs ambitions financières modestes. Et en fait, moi, j'estime que... Tu as même le mot modeste, qui est juste. Tu vois, c'est juste. Oui, non, mais tout à fait. C'est la manière dont ils... Exactement. De quoi couvrir leurs besoins. Mais selon où on vit, les charges qu'on a, la réalité de vie qu'on a, tu vis à Paris ou tu vis comme nous, plutôt à la campagne, bah déjà, c'est pas du tout les mêmes besoins. Donc, à Paris, on ait besoin de gagner plus que en Nouvelle-Aquitaine, dans la campagne. Oui, mais c'est normal, c'est pas le même style de vie. Et moi, je suis pour qu'on foute la paix, alors surtout aux femmes, s'il vous plaît, d'ailleurs, qu'on foute la paix aux gens sur quelles sont leurs ambitions financières à partir du moment, évidemment, où tu vois, que ce ne soit pas artificiel. Parce que quelqu'un qui dit, mais moi, vraiment, indépendamment des modèles, ce que j'ai envie de vivre au quotidien, moi, ce qui m'éclate, c'est les voyages et tout ça. Vraiment, c'est ce qui m'anime et ça coûte cher. Bon, les gens font ce qu'ils veulent. Par contre, toutes les images auxquelles on nous confronte de... être entrepreneur ou avoir réussi sa vie, c'est être comme ça, avec des signes extérieurs de richesse qui, effectivement, coûtent très matériel. Très matériel. Mais ça va mettre de l'insécurité, alors qu'on ne serait pas exposé à tout ça, on ne l'aurait pas. Et aujourd'hui, il y a aussi cet enjeu-là de réussir à se détacher de ces injonctions-là, d'une certaine vision de la réussite, et de revenir à... Mais en fait, moi, la vie que j'ai envie de mener, mais pas dans 10 ans, là, dans les prochains mois, en vrai, qu'est-ce qui me rend heureux ? De quoi j'ai besoin ? Je vis où ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Mes activités en dehors du boulot. Et ça, c'est une question sur laquelle je fais travailler mes clients en général sur leurs objectifs réels, en fait. Et encore une fois, pas à long terme, juste à très court terme. Pas les objectifs injectés par la société. Exactement. On va chercher, c'est ce que je fais en coaching. Ouais. Qu'est-ce qui te rendrait où tu te dis, mais ça, ce serait cool. Et les gens se rendent compte souvent qu'ils ont des objectifs de vie beaucoup plus simples que ce qu'ils pensent. Et que du coup, ça coûte beaucoup moins cher. Et c'est combien ça coûte ? Mais en fait, c'est un engrenage, parce que je repense toujours, je crois que c'est Jim Carrey qui disait j'aimerais que tout le monde soit très riche pour qu'ils comprennent que c'est pas ça qui fait le bonheur. Donc voilà. Et moi, ça me rappelle un peu... moi, j'ai très très bien ma vie en finance. Mais alors, effectivement, c'était très simple. J'avais pas mal de congés aussi. En gros, je l'ai claqué en voyage parce que j'avais le sentiment que j'allais fuir ma réalité et que c'était une sorte de récompense. Ouais. Aujourd'hui, j'ai littéralement réduit mes revenus. Mais parce qu'en fait, je me rends compte que ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai choisi un métier passion. Je peux dire qu'aujourd'hui, si je voulais être riche, c'est pas avec ça aujourd'hui, enfin, on n'est pas légende, hein, mais parce que surtout qu'on est sur un vrai sujet d'éducation systémique, sur la santé mentale, etc. Donc, faut embarquer les gens. Mais en fait, je me rends compte que les choses sont très simples. Bien évidemment, il me faut mon toit,
au-dessus de ma tête. J'ai pas forcément envie de compter pour manger bien, mais pareil, c'est pas manger plus, mais c'est manger mieux, ça revient sur le reste. Et puis après, je m'en fous d'avoir les dernières tenues à la mode, les derniers trucs à la... J'en ai rien à battre. Après, forcément, je vis quand même dans une région où les gens payent une fortune pour venir en vacances, donc c'est sûr, ça t'excite beaucoup moins, t'as pas besoin de fuir ou d'aller ailleurs. Et surtout, en fait, moi, aujourd'hui, tu me mets la nature, le bord de la mer. En fait, ça coûte rien. Non. J'ai juste besoin d'aller marcher avec des amis pour créer du lien, créer des souvenirs. En fait, tu te rends compte que les choses, elles sont simples. Une bonne soirée avec ton chéri à papoter vraiment, où tu te regardes sans ton téléphone. En fait, tu te rends compte que les choses dont tu as vraiment besoin, elles sont simples et elles ne coûtent rien. Oui. Et ça, on veut nous faire croire que notre bonheur... Alors, c'est chiant. C'est comme avec l'alcool. Moi, je bois plus. Ouais. T'es chiant. Ouais, c'est ça. Bah non, en fait, les gars, moi, j'ai pas envie d'aller... je vais être mal le lendemain et avoir cramé 100 balles inutilement. Je préfère faire une soirée tisane avec mes copines et on va s'éclater, tu vois. Ouais. Mais c'est ça, c'est que c'est perçu comme... Ou un manque d'ambition. Alors ça... Oh là là. Alors, je veux juste mettre d'accord tout le monde. Sachez que j'ai une ambition en termes d'impact qui est méga démesurée. Des fois, je me dis, mais pour qui te prends-tu ? Ah, mais je comprends en termes d'impact, j'ai une ambition énorme, alors que j'ai par contre une ambition financière qui est, je sais combien il faut que je gagne. Et je suis même là, en plus, dans une phase de décroissance personnelle. C'est-à-dire que j'essaye de réduire au maximum mes charges qui ne peuvent être... mes besoins, en fait, qui ne peuvent avoir que l'argent comme réponse. Donc, mes factures, etc. Mais si je suis partie à la campagne, par exemple, c'est aussi pour pouvoir me faire un potager, pour pouvoir produire une partie de mon alimentation. Parce que pour moi, l'indépendance, elle est là aussi. Parce que par les temps qui courent, j'ai l'impression aussi que c'est pas idiot de retrouver un peu d'autonomie sur certaines choses. Et surtout, moi, je me suis rendu compte que ce qui me met très en insécurité financière, c'est d'avoir besoin de toujours plus d'argent. Tu sais, ce mythe de la liberté financière, c'est gagner toujours plus pour pouvoir, en gros, avoir plus de stock, investir et tout. Mais surtout quand tu gagnes plus, c'est surtout ça, mais surtout que si tu te mets à dépenser plus, à changer un niveau de vie qui va t'emprisonner. Et puis, alors oui, bien sûr que tu as des stratégies, et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des stratégies d'investissement qui te mettent à l'abri. Moi, c'est pas mon délire. Moi, je trouve que du coup, moi, c'est des sujets qui me passionnent pas, et donc je me retrouvais un peu bloquée sur moi, les cryptos, les trucs, les machins. Gérer des logements, vraiment, ça me fait pas vibrer. Et en même temps, je me disais, mais j'ai envie de me sentir en sécurité aussi financièrement. Donc, j'ai quoi comme autre option ? Et je me suis rendu compte que, et ça c'est quand j'ai des prestataires et que je paye régulièrement, et je me suis rendu compte que ça me mettait une pression, genre, en fait, j'ai pas que moi à payer, et donc j'ai délégué parce que j'ai gagné plus, mais du coup ça me met dans une situation où maintenant, il faut que l'argent y rentre absolument, parce qu'il n'y a pas que moi qui en dépend. Et ça m'a vraiment fait le tilt de me dire, mais en fait, moi, ce qui me mettrait vraiment en sécurité, c'est que mes besoins financiers soient vraiment bas. Ça n'a rien à voir avec combien je vais gagner, mais quelque part, la marge pour avoir de quoi payer mes charges, en fait, elle n'est pas trop haute. S'il y a du surplus, tant mieux. D'autant plus, s'il y a du surplus, encore plus à mettre de côté pour faire de la trésorerie, pour voir venir, etc. Mm-hmm. Mais ça m'a aussi amené dans une recherche de quels sont mes besoins et quels sont, même dans le boulot, comment je pourrais aller rechercher ça sans avoir à dépenser de l'argent. Par exemple, je n'irai jamais mettre 20 000 € dans un mastermind. Et je ne dis pas qu'ils sont tous mauvais. C'est que moi, l'intérêt que je vois dans un mastermind, c'est la rencontre avec les gens, le co-développement, etc. Plus que tout ce qui est atelier, etc. Parce que ça, c'est pareil. Je pense que tu peux aller chercher à différents endroits. En fait, je me dis, mais finalement, on a juste besoin de personnes qui sont à peu près au même niveau ou un peu au-dessus. Enfin, on est un peu dans le même niveau, le même délire, les mêmes trucs, et on s'entraide. Mais ça, je peux aller le chercher gratuitement. Bien sûr que du coup, ça va être à moi d'aller chercher ça, mais j'ai pas besoin qu'on le fasse pour moi. Et si ça se passe bien, j'ai pas besoin d'avoir ça de manière récurrente. Et encore une fois, il y a des personnes qui vont se dire « mais moi, je vais payer parce que je sais pas le faire toute seule ». Donc depuis, je suis constamment en recherche de ça. La visibilité, c'est pareil, je fais jamais de pub, mais ça m'oblige à me dire comment je peux prendre le temps d'aller chercher des idées qui sont pas trop cons, qui vont avoir de l'impact et qui vont faire que les gens vont me suivre, vont continuer, etc. Donc ça amène une autre réflexion. Puis ça te permet effectivement d'avoir... ça rend plus smart quand même. Ah bah ça t'oblige à réfléchir alors, plus, sans vouloir critiquer. Oui. En fait, je suis pas en train de dire que toutes les solutions qui demandent d'être payantes sont mauvaises, mais bien en tout cas, sûr. Il y a d'autres alternatives. Il y a d'autres alternatives. Et d'ailleurs, ça c'est un peu le message général. Oui, il y a des gens qui réussissent en travaillant dur. Oui, il y a des gens qui réussissent en se cramant. Faudrait définir le mot réussite quand tu dis ça d'ailleurs. Oui, mais même si on est sur une vision très... santé ? Non, très financière. Financière, on est bien d'accord sur ce modèle-là. Mais
Il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que même là, même dans cette vision-là, il n'y a pas que des gens qui ont dû se faire du mal. Alors, il y en a, c'est parce qu'ils arrivent de certains milieux privilégiés, oui. Il y en a parce qu'ils ont eu chance au bon moment. Et il y en a parce qu'ils ont posé un cadre. J'avais notamment eu l'occasion de discuter avec la directrice générale de Forbes France, Thuyen Nguyen, qui me confiait, qui me disait « Mais moi, j'ai jamais aussi peu travaillé que depuis que j'ai monté ce projet. » Et évidemment, tu vois, c'est pas ça le genre interpelle. Bah oui, je me disais, parce que même moi, j'avais un peu des a priori en me disant, ça doit être forcément ce genre de boîte, tout ça. Mais non, parce que comparé à avant, où elle était dans un boulot à l'international et il y avait beaucoup de déplacements, elle a eu des jumeaux qui étaient aussi son 2e et 3e enfant. Le projet arrivé à ce moment-là, en fait, pour elle, c'était une aubaine. Et ça, elle a posé le cadre. C'est-à-dire que la priorité, c'est les enfants. Donc, il fallait que ce projet se développe avec ses associés de manière à ce qu'elle puisse prioriser ses enfants. Donc, même en fait, là, il existe, c'est juste qu'on ne les voit pas, ces gens-là, parce qu'on ne pose pas la question et parce qu'il y a peut-être un côté moins extraordinaire. Alors que moi, je trouve que c'est extraordinaire aujourd'hui, tu vois. C'est parce je le dis souvent, on a bâti sous la réussite ce qu'on appelle le parcours du héros. Celui, effectivement, ta réussite, elle n'a que de la valeur si tu souffres, si tu mérites. Si tu as des épreuves, si tu... Oui, et d'ailleurs, je pense que c'est comme ça qui va nous permettre d'avancer sur ce que tu disais, mais sur la zone de confort. Oui. Parce qu'on revient à ça, c'est... je sais que tu as été chercher le concept. Tu peux nous raconter un peu le concept, d'où vient la zone de confort, parce qu'il y a toute une histoire aussi autour de ça. Et aujourd'hui, comment elle a été complètement détournée pour en faire quelque part un objet presque de culpabilité à devoir sortir d'une zone qui est allée dans l'inconfort pour produire plus, quoi. Comme si elle était absolument nécessaire. C'est une histoire que j'adore. Moi, j'ai creusé parce que j'en ai eu marre de cette injonction et que... j'ai un côté un peu, ça me fait suer, donc je vais voir si par hasard c'est pas du flan. Souvent ce qui m'amène vers des recherches un peu là-dessus. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'aujourd'hui, plus personne ne sait qui a inventé ce concept de zone de confort, d'où ça vient, qui ça sert. On se pose pas la question. On se pose pas la question. C'est une expression qu'on sort et en plus qu'on amalgame. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est beaucoup utilisé pour parler pas seulement de se faire du mal, mais aussi pour juste essayer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'on confond zone de confort, zone de contenu, habitude. Enfin, on confond tout. C'est devenu un truc fourre-tout. Et c'est problématique que ça soit fourre-tout, je le précise, parce qu'on pourrait se dire, peu importe. C'est problématique parce que, comme c'est fourre-tout, on va encourager les gens aussi à se faire du mal et à aller se stresser pour obtenir un résultat. À l'origine, avant, la zone de confort, ça date tout début des années 90, mais c'est important de parler de sur quoi ça s'est fondé. En 1908, il y a eu une étude qui est très connue, qui a donné la loi Yerkes-Dodson. La loi Yerkes-Dodson, c'est celle qui est pointée par tous les défenseurs du bon stress pour expliquer qu'il y a besoin d'une dose de stress minimale pour avoir de la performance. Parce que si on n'est pas assez stressé, en fait, on est mou, tu vois, on est dans il ne se passe rien. Et puis si on est trop stressé, évidemment, on brûle. Et en fait, Yerkes-Dodson, ce n'est pas du tout ça qu'ils disent. Eux, à la base, ils sont en train d'étudier la mémoire chez les rongeurs. Le stress, en 1908, on ne connaît pas. Pourquoi est-ce qu'on a fait là aussi l'amalgame ? Parce que leur test, c'est de faire des exercices à des rongeurs pour voir leur mémorisation. Et quand ils se trompent, ils leur mettent des coups de jus. Donc, on estime qu'effectivement, ça ne doit pas être le truc le plus agréable. Et ils parlent de niveau d'éveil. Et quand ils commencent leur expérience, effectivement, ils se rendent compte que sur des tâches vraiment très simples, cognitivement très simples pour les rongeurs, quand les coups de jus sont absents ou très faibles, les performances sont moyennes. Et effectivement, là où ils ont les meilleures performances de mémorisation, c'est quand les coups de jus sont d'intensité moyenne. Mais quand ils sont trop forts, c'est pareil, ça redescend. Donc tu vois, ça fait une courbe en cloche comme ça. Et ça a été pris par le monde du travail, le monde du management, pour justifier une certaine pression. Ton petit... Exactement. Mais on a pris qu'un petit bout, parce qu'en fait, eux, ils ont poursuivi les expériences. Il y a eu d'autres chercheurs contemporains qui ont travaillé sur ce sujet. Et quand ils ont augmenté la difficulté des tâches, au point que cognitivement, pour les rongeurs, ça soit complexe, ça ne donnait pas du tout ça. Là, dès qu'il y avait le moindre coup de jus, les performances baissaient. Mais ça, on a laissé ça en 1908. Ça ne nous sert pas. Ça ne nous sert pas dans notre monde de production. Voilà, ça ne servait pas trop le monde productiviste méritocratique, tu vois, qui est pareil, qui était en pleine émergence là, dans ces années-là. Mais ça a vraiment instauré cette idée que s'il n'y a pas un minimum de stress et de pression, et surtout si on a des récompenses alors qu'on n'a pas souffert, en fait, on n'est pas performant. Et dans les années 80 aux États-Unis, il y a eu une grosse baisse de productivité dans les entreprises. Donc forcément, pareil, le monde productiviste n'a pas aimé pourquoi les gens sont plus productifs. Et donc il peut y avoir plein de raisons à ça. Mais il y a une psychologue du travail, Judith Bardwick, qui a étudié le phénomène
et qui a sorti en 1991 un livre qui s'appelle « Danger dans la zone de confort ». Et c'est elle, en fait, qui a posé ce terme-là, mais comme tu le vois, le ton était posé direct. Et elle, ce qu'elle observe, c'est que les salariés, globalement, ils obtiennent trop facilement des récompenses sans avoir eu besoin de se donner un peu de mal, de faire d'efforts. Et comme on pense de manière commune qu'il faut un minimum de stress pour avoir de la performance, de façon hyper logique, ce qu'elle vient de définir comme la zone de confort, elle dit, en fait, il faut donner des récompenses aux gens quand ils en sortent. Parce que si la carotte, c'est de se faire un peu de mal, avoir un peu de pression et que ce soit... voilà, là, j'ai donné et franchement, c'était pas simple. Et encore une fois, attention, c'est pas forcément juste que ça soit difficile et un nouvel apprentissage. Hein, c'est juste, ouais, là, c'était inconfortable pour moi et je me suis fait un peu du mal. On récompense le fait de se faire du mal. Et globalement, on a complètement oublié le livre, la personne qui l'a écrit et ce concept-là. Mais le concept a eu évidemment beaucoup de succès dans le milieu du management, mais aussi du développement personnel. Et donc, tous les schémas qu'on voit aujourd'hui, où tu vois la zone de confort, puis la zone de peur, puis la zone d'apprentissage, parce qu'on a collé ça de manière complètement arbitraire. Ouais. Parce qu'en fait, encore une fois, hein, les rongeurs, c'est de la mémorisation, hein, ça compte pour l'apprentissage, mais bon, au passage, voilà. Et puis, éventuellement, tu as certains schémas où on te met une zone de danger, c'est-à-dire qu'on te met quand même une limite, mais il y en a plein où on ne te la met pas. C'est-à-dire qu'après la zone d'apprentissage, tu as les zones de grandeur, de réussite. Et donc, c'est vraiment, ça a été en plus détourné, c'était déjà détourné, ça a été redétourné pour amener sur, c'est absolument nécessaire de sortir de sa zone de confort pour apprendre quelque chose de nouveau, ce qui est faux, pour grandir, pour évoluer, et pour réussir. Et forcément, l'environnement... Et mériter aussi, parce qu'il y a toute cette... bien sûr. Parler de cette récompense. Oui. Et donc, cette sensation que ça a de la valeur que... Exactement. Et donc, on vient toucher, du coup, l'identité à travers l'estime de soi, à travers la souffrance, avec tout cet apprentissage. En fait, c'est ça, c'est que ça s'intègre, comme tu en parles très bien régulièrement, ça s'intègre aussi dans toute cette dimension méritocratique. Et la zone de confort, c'est un concept qui vient servir tout ça. Et c'est pour ça aujourd'hui que quand quelqu'un se retrouve en difficulté, on lui dit mais tu sors pas assez de ta zone de confort. Et on en vient d'ailleurs même à dire ça. Parfois, on parle de personnes qui sont très embourbées dans leurs habitudes toxiques, néfastes, qui leur fait pas du bien. On leur dit mais t'es trop dans ta zone de confort. Pardon, mais non, du coup, ils sont pas dans le confort. Mais Judith Bardwick, elle a défini la zone de confort d'une manière très intéressante quand on l'interprète de la bonne manière sur le lien entre stress et performance, puisque depuis, ça a été démontré que sur les tâches cognitives complexes, donc tout ce qu'on utilise dans le travail, soyons clairs, tâches cognitives complexes, c'est n'importe quelle réflexion, stratégie, collaboration, communication, calcul, analyse, tous les trucs du travail moderne. Chez l'humain, là où il y a les meilleures performances, c'est quand le niveau de stress est le plus bas. Donc pas besoin de ce petit coup de fouet et cette pression et ce chantage. Exactement. Mais ça, il y a des études là-dessus, mais on les sort beaucoup moins parce que ça vient moins servir aussi. Ça faut aussi avoir ça ne sert pas le système, faut être très honnête. Ça ne sert pas le système. Et c'est important de comprendre aussi que la manière dont on interprète et on diffuse la science, c'est très lié au modèle de pensée dominant. Et donc c'est pour ça que c'est important des fois de se poser des questions et de se dire attends, mais ça vient d'où ? C'est quoi l'origine ? Et aller lire les études. Alors je sais que les études scientifiques des fois... J'ai la chance d'avoir un frère qui est docteur en psychologie. Je lui fais explique-moi parce que je n'arrive pas à décrypter. Au pire, peut-être que l'intelligence artificielle, là, à certains égards, peut nous aider parce que c'est vrai que c'est pas vraiment fait pour le grand public, mais faut aller chercher dans quel contexte, avec quelle croyance à l'époque. En fait, c'est important de remettre du contexte parce que ça peut donner une toute autre définition. Et Judith Bardwick, elle définit la zone de confort comme une zone neutre d'anxiété dans laquelle on se sent en sécurité et en maîtrise. Moi, je suis là, mais moi, ça Tu peux le répéter pour que je l'entende bien ? C'est une zone neutre d'anxiété dans laquelle on se sent en sécurité et en maîtrise. Donc, on est d'accord, ça se entend. Pas de stress, donc pas d'anxiété, ça veut dire qu'on est dans un état corporel, physiologique, neutre, en tout cas, en bon état. Neutre, voilà, c'est ça. Okay. Où on se sent en sécurité. Donc, on n'est pas dans la peur et donc dans la survie. On n'est pas en survie, exactement. Et en maîtrise. Il faut qu'on ait au moins l'illusion de contrôle. Et donc... Même quand si tu dis maîtrise, j'aurais peut-être presque, au lieu de pas être mais presque de cette notion de confiance. Oui, mais qui va nous donner... Des fois, on peut avoir l'illusion de contrôle sans que ça soit le cas vraiment, mais en tout cas, on a aussi besoin l'être humain a besoin de sentir qu'il est en contrôle d'un minimum de choses. Aujourd'hui, on a besoin d'être en contrôle de beaucoup trop de choses. Mais tu vois, c'est comme d'habitude, il faut nuancer. Et c'est ça qui nous fait sentir en maîtrise. Et oui, la maîtrise, c'est face à cette situation...
je sais que je suis capable d'y répondre. Et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas tous la même zone de confort. Bien sûr. Et qu'il y a une même situation, et notamment selon à quel point la personne a confiance en ses compétences, a d'expérience, etc., ce qui va la mettre en sécurité. Et elle les connaît surtout. Se sent en capacité de répondre. Ouais, mais même des fois dans des choses que tu connais pas. C'est pour ça que une nouvelle expérience n'est pas nécessairement inconfortable. Alors des fois, on ne sait pas. Hein. Des fois, on le découvre sur le moment. Mais tu peux être dans des situations où tu sens que tu as de la ressource. De toute façon, c'est ça aussi, c'est est-ce que tu sens que tu as de la ressource ou pas. Et ça, je trouve, moi, quand j'ai vu cette définition, je me suis dit, mais en fait, ça, c'est hyper intéressant. J'aimerais que tu creuses, que je sais que quand tu m'en as parlé au téléphone, c'est en quoi, justement, parce qu'on l'a bien vu, du coup, avec ce que tu expliques et par la maîtrise du temps, mais en fait, l'utopie, en gros, et presque la manipulation de sortir de votre zone de confort, Ouais. En quoi ça a été, plus ou moins, je peux dire le mot, entre guillemets, si vous ne voyez pas, entre guillemets, manipulé pour effectivement faire en sorte que les gens produisent plus. Oui. Sans trop s'inquiéter de leur santé. Voilà, au détriment de leur santé, on est bien d'accord. Et justement, c'est là qu'est intéressant le nouveau paradigme, c'est en quoi justement rester dans sa zone de confort, c'est positif. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Et je te fais une double question, parce qu'on pourrait dire, attends, parce que je t'ai posé quand on s'est au téléphone, t'es sportif. Parce qu'en fait, souvent, quand même, la zone de confort, la performance, le dépassement de soi vient souvent du sport. Le coaching, à la base, vient du sport. Donc, on est totalement dans cette idée-là. Comment, justement, c'est quoi la frontière entre ma zone de confort et justement le fait, peut-être, d'étirer, mais sans se mettre en insécurité et en stress. Ok. Alors, je crois que justement, c'est le moment de revenir sur les termes. Tu dis étirer, et souvent, j'ai des gens, quand je dis qu'il faut arrêter de s'obliger à sortir de sa zone de confort tout le temps, qui me disent, je suis d'accord avec toi, moi, je préfère parler d'élargir sa zone de confort. Moi, je préfère le terme enrichir, parce qu'en fait, tous les termes qui donnent l'impression qu'il faut repousser les bords, et qu'en fait, c'est jamais assez grand. T'as raison. Alors, tu vas me dire enrichir, on pourrait dire qu'il n'est jamais assez riche, mais bon. C'est histoire de trouver un juste milieu, mais tu vois, sortir de cette idée-là. Du cercle qu'on doit élargir, tu vois. Sachant que la vie nous apporte déjà son lot d'expériences confortables ou non, qui fait que notre expérience, ça va s'enrichir et qu'on va découvrir. Et bien sûr que notre zone de confort, elle est beaucoup plus dense. Non, mais j'aime bien parce que quand tu dis étirer, il y a ce côté, on est sur la grandeur. Je trouve qu'enrichir, il y a une notion de profondeur. Oui, exactement. Voilà, c'est pour ça que j'utilise ce terme-là. Pour revenir à ta question... les sportifs, alors moi c'est souvent ce qu'on m'a dit, on m'a beaucoup fait ça, et du coup pour mon livre je suis allée, j'ai cherché des sportifs de haut niveau ou des anciens sportifs de haut niveau pour leur poser la question, parce que justement même dans l'entrepreneuriat c'est des gens qu'on va beaucoup chercher pour des conférences, etc. Voilà, il y a beaucoup de comparaisons. Et en fait moi ce qu'ils m'ont dit c'est que, alors d'une part, quand tu es sportif de haut niveau, faut pas oublier qu'il y en a beaucoup qui finissent leur carrière en ayant le corps tout pété, hein, c'est-à-dire que c'est pas anodin. Ensuite, il y a un temps sur vraiment la performance sur les compétitions qui est pas du tout l'essentiel du temps, et que ce qui les rend capables sur des compétitions en fait, c'est comme un gain en compétence. Je crois qu'on peut le voir aussi comme ça. C'est pas dépasser ses limites. En fait, il y en a qui m'ont dit, mais en fait, si on dépasse nos limites, on se blesse. Dans le sport, dépasser ses limites, ça veut dire se blesser. Et donc, parfois, quand tu n'as pas assez d'entraînement et que tu n'es pas monté dans tes compétences et tes possibilités petit à petit, tu te blesses parce que tu dépasses tes limites. Mais finalement, quand ils font des performances, sauf encore une fois, donc sans se blesser, on peut le voir comme une montée en compétences. Toi, dans ton travail, il y a plein de domaines qui sont confortables pour toi. Hein. C'est-à-dire que de base, tu apprécies, c'est pas spécialement difficile, tu t'éclates, tu utilises tes talents. Mais quand tu as 10 ans d'expérience sur un truc, t'es monté en compétences. Mais les sportifs de haut niveau, c'est un peu pareil, sauf qu'en plus, pour se permettre ça, parce que dans des moments de compétition, ils vont vraiment donner le maximum, donc ils sont vraiment dans la performance, c'est-à-dire vraiment faire le maximum. Ce qui leur permet ça, c'est la récupération, l'entraînement, où ils ne donnent pas autant d'intensité, l'entourage, donc le coaching, etc. Donc aujourd'hui, pardon, mais les gens au travail ne sont pas autant entourés que des sportifs de haut niveau, ont tendance à être dans la performance tout le temps. Sans la récupération, sans et le la soin, récupération. Donc, voilà, sans le kiné, sans le masseur. Exactement. Donc en fait, pour moi, c'est une comparaison qui n'a pas lieu d'être. Et l'autre chose, parfois, où on compare, c'est avec l'hormèse. Donc le fait que sur les muscles, tu vas les pousser un petit peu plus et tu vas sentir une certaine douleur, ou en tout cas une sensation où tu sens que ça chauffe. Et à force, c'est ça qui va faire grossir le muscle. Et souvent, il y a ça aussi qui est sorti. Mais le cerveau, même s'il est plastique, le cerveau n'est pas un muscle. Donc, il faut arrêter de plaquer, si tu veux, ce qui se passe. On a déjà plaqué ce qui se passait sur des rongeurs, sur des êtres humains au travail. Alors que les rongeurs se prenaient des coups de jus, pour rappel, en punition. Faut pas plaquer juste bêtement comme ça ce qui se passe pour des muscles et ce qui se passe pour le cerveau, même s'il y a aussi encore des choses qui peuvent évoluer. Mais
C'est pas aussi simple que ça. Et du coup, pour le prolongement de ma question, c'est quoi l'avantage de rester dans sa zone de confort ? Alors, l'avantage de rester dans sa zone de confort et de l'exploiter au travail, c'est que c'est pour moi un moyen d'amener une qualité de travail qui peut aller jusqu'à l'excellence. Parce que tu pratiques tes talents, tu atteins le niveau d'excellence plus vite que d'autres personnes qui n'ont pas ce talent-là, en étant en économie d'énergie. Donc, c'est aussi un moyen de se préserver, et il faut vraiment avoir conscience que notre zone de confort, on en sort malgré nous tous les jours. Parce qu'on ne maîtrise pas tout. Et donc, il y a une question d'équilibre aussi. On est dans une société qui va nous mettre du stress chronique. Demandez-vous, en fait, à partir du moment où vous avez de l'anxiété, que vous ne vous sentez pas en sécurité et en maîtrise de ce qui vous arrive, des moments où on arrive ça arrive hyper souvent. Donc, en fait, moi, quand on me dit « mais il ne faut jamais sortir de sa zone de confort », mais tu le fais déjà, malgré toi. Et donc, en fait, c'est aussi regarder ça en face, parce que je ne suis pas dans un autre extrême en disant faut rester chez soi, cloîtré, parce que déjà, je ne suis pas sûre que ça te mette dans le confort. Non, il faut vivre sa vie, mais il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, des sorties de zone de confort, on en vit énormément. Mais on ne les voit pas comme ça. On ne les voit pas comme ça, et on normalise beaucoup ça. Donc, en fait, aller exploiter ta zone de confort, et notamment dans le travail, parce que c'est quand même une chose sur laquelle on passe pas mal de temps, c'est une question de soutenabilité personnelle et d'écologie personnelle aussi. C'est-à-dire que tu fais en sorte que ton travail devient un outil pour prendre soin de toi à part entière. Et moi, c'est ça que j'aime bien dans la zone de confort et dans le slowpreneuriat, c'est de se dire, mais en fait, le travail, plutôt que de le voir comme un lieu qui va te prendre de l'énergie et sur lequel tu vas devoir gérer parce que ça t'épuise, etc., et ce qui est la réalité de beaucoup de gens, tu peux aussi en faire un outil de soin de toi en tant que tel. Ah, mais il faut changer totalement le paradigme. Eh bien oui. Et ce qui est très cohérent avec du coup, tu es beaucoup plus attentif à ta santé, etc. Et surtout, je trouve que c'est un terrain de créativité qui est incroyable, parce qu'à partir du moment où tu te dis, OK, ça dans mon travail, ça met en insécurité. Cette méthodologie-là, je sens qu'elle ne correspond pas à mon mode de fonctionnement. Là, j'ai trop de charges dans mon travail, ou là, ça m'épuise trop. Donc, tu vois, dès que tu te rends compte en fait, qu'il y a de l'inconfort, parce que tu fais peut-être comme on t'a toujours appris, il y a des moments où tu te dis, mais comment je fais autrement ? Et là, ça fait à la fois un outil de bilan, mais aussi un outil de ressources, comme tu disais au début. C'est-à-dire que tu peux te demander comment je peux accomplir ma tâche, faire ce que je veux, mais en m'appuyant sur ma zone de confort. Et petit à petit, ça devient un réflexe, et notamment dans des périodes difficiles qui sont très stressantes, de pouvoir trouver des solutions qui ne le sont pas. Mais c'est salutaire aussi. C'est-à-dire que tu vas pas... Déjà, la situation n'est pas simple. Tu es déjà stressé, et c'est là, en plus c'est ça moi qui me frustre, c'est que souvent quand tu es bien dans la mouise, qu'on te dit oui, il faut sortir un peu de ta zone de confort, faut mettre un coup de collier, mais si on a du bol, on va s'épuiser et au moins ça donne un résultat, mais on ne maîtrise jamais ce que ça va donner. Donc on est d'autant plus vulnérable à ce discours, et pourtant c'est profondément problématique. Alors que si on arrive, et ça demande de la pratique, et oui, moi ça fait des années que je pratique ça, donc aujourd'hui, moi, ça devient un réflexe, c'est normal que ça prenne du temps. Mais le fait, quand on a une période stressante, de se dire, OK, réflexe, déjà, mon alimentation, mon mouvement, vraiment les fondamentaux de la santé, on peut avoir l'impression que, oui, mais ça ne va pas résoudre mon problème. Pas directement, t'inquiète, mais si. Parce qu'en fait, ça va déjà... Tes confiance à l'effet cumulé sur ça. C'est ça, l'effet cumulé, ça va te permettre d'être dans les conditions de pouvoir trouver des idées, de reconnecter avec les gens pour t'aider à trouver des idées, ça te met dans les bonnes conditions, ça va te permettre d'évacuer ton stress. Gagner en clarté. Et de ne pas en gagner plus, parce qu'on parle beaucoup du stress qui arrive par l'aspect psychologique, mais une mauvaise alimentation, c'est du stress pour le corps aussi, la sédentarité, c'est du stress pour le corps, donc en fait, c'est une question d'avoir un niveau de stress soutenable pour le corps. Donc, avoir ce réflexe-là, de se demander, OK, j'ai besoin de trouver une solution à ma problématique. Qu'est-ce que je fais le plus facilement ? Qu'est-ce qui me demande le moins d'énergie ? Et comment ça pourrait être au service de la solution ? Qu'est-ce que je peux me dégager comme espace ? Là, la période, elle est dure. Qu'est-ce qui est absolument pas, qui est pas forcément prioritaire, urgent, si important que ça, même si ça implique d'autres gens ? Et j'ai besoin de quoi pour me sentir en sécurité ? Qu'est-ce qui peut m'amener de la sécurité ? Si c'est pas financièrement, parce que qu'est-ce qui peut m'amener de la sécurité ? Donc en fait, c'est ça que j'aime bien avec cet outil, c'est que c'est un outil qui est bien de manière sur le quotidien pour se préserver, mais c'est aussi un outil ressource dans les moments difficiles, quand à force de pratique, parce qu'au départ, on n'a pas le réflexe, on a même le réflexe inverse. Et c'est tellement reposant, et en même temps tellement gratifiant de te dire, mais punaise, je ne me suis pas rajouté une couche. Et moi, ce que je souhaite à tous les gens, c'est de vivre ce que je vis aujourd'hui. Avant, quand le cheminement pour obtenir un objectif était difficile et que j'y arrivais,
j'étais extrêmement soulagée. Donc, ça me donnait cette illusion de « Ah ouais, mais plus c'était dur sur le chemin et plus je prends de plaisir dans la réussite. » Mais c'était très fugace. C'est-à-dire qu'en fait, le sentiment de joie quand tu as atteint un objectif, tu es content 1 ou 2 heures et tu perds. Et donc, au bout d'un moment, je dis « Ah, c'est dommage quand même. » Et en plus, généralement, tu repars pour un autre. Ah bah oui, c'est sûr. Bah oui, parce que ça te manque. Et donc là, maintenant, moi, je prends tellement de plaisir sur le cheminement. Tu vois, c'est moins dur. Donc déjà, j'ai moins besoin du résultat. Et en fait, moi, mon gros kiff, c'est de me dire « Oh, j'ai atteint ça, quel que soit l'objectif. Hein. » Et en plus, je me suis pas foulée. Enfin, t'as kiffé, t'as pas été en souffrance, donc finalement ça a été facile. Ouais, ça a été facile. Il faut le dire facile. Ça a été facile. C'est pas grave, on peut avoir du mérite dans le fait que ce soit facile, parce que pour que ça devienne facile, ce que tu dis là, c'est ce que tu m'as dit au téléphone, c'est que pour que ce soit facile aujourd'hui, ça t'a demandé aussi de reparamétrer tout ça aujourd'hui. Oui, complètement. Mais c'est pour ça que j'insiste sur le fait que moi, ça fait depuis 2019 que je pratique tout ça. Enfin, ça commence à faire un petit bout. Hein, voilà, je vais pas se mettre un coup de vieux, mais et c'est normal. Et au départ, on se sent à côté, on culpabilise parce que on transgresse complètement la norme. Bah, tout le reste fonctionne différemment. Comme tu dis, tu t'es senti un ovni au début. C'est ça. Quand tu te dis, mais attends, ils disent tout ça, dès que je sors de ma bulle ou de mon paradigme, j'entends l'opposé qui va essayer de me ramener à ça. C'est ça. Moi, je parle souvent de force opposée qui nous empêche d'être vraiment stable dans ce qu'on est en train de construire, dans notre bien-être. C'est cette force opposée qui est en train de te dire bah non, pour la réussite, pour le mérite, c'est ça, et toi t'essayes de construire autre chose. Effectivement, ça prend du temps. Et c'est vrai que ça demande une vraie, là pour le coup, la force, elle est là, elle est vraiment là, quoi. Ah oui, puis c'est pour ça que c'est important d'être entouré aussi dans ce cheminement. Bien sûr. Parce que merci de le dire, c'est pour ça qu'on fait la maison la relève. C'est hyper important d'être entouré, que ce soit par d'autres personnes qui sont dans la même idée ou par peu importe, mais d'être soutenu et entouré, parce que notre cerveau, en même temps, quand on fait ça, on amène un changement. Et le changement est une source de stress aussi pour le cerveau. Je sais, ça paraît très paradoxal. Mais c'est la réalité, le corps humain est quand même un peu complexe. Et donc, pourquoi est-ce qu'on est happé au-delà de nos habitudes? Il y a le côté « Oh là, je transgresse par rapport à la norme. » Et en même temps, je change mes habitudes. Donc oui, ce sont des gros changements. C'est pour ça que c'est important pour moi d'y aller petit à petit aussi. Mais ce qui est génial, c'est que à chaque petit geste, chaque petite décision, petit choix qu'on fait qui va dans ce sens-là, on ressent un bienfait qui est immédiat. Tu vois, c'est pas le genre de changement où il faut que tu donnes beaucoup d'efforts justement pendant une longue période en espérant un résultat. Là, rien que... tu vois, t'es stressé, tu sens, t'arrives à te prendre une demi-journée où tu te dis, je bosse pas, je vais marcher. En fait, tu en ressens les bienfaits immédiatement. Et donc, c'est un chemin qui est progressif et ça devient, en fait, tu ressens du mieux-être et en fait, là, tu en veux plus. Et c'est ça qui est un moteur aussi. Mais tant qu'on l'expérimente pas, c'est tellement difficile. Effectivement, le sujet, c'est exactement ce qu'on disait avec, dans l'épisode 41 avec Alexandre, plutôt sur la marche et la sédentarité, c'est que tout ça, ça s'expérimente. Oui. Les gens qui le vivent, c'est quand on explique qu'on fait plus de pauses et qu'on marche et que, en fait, de prendre des pauses et de le faire en marchant, de se connecter à la nature, au lieu de rester vissé, à essayer de bûcher en force. Ouais. En fait, on gagnait énormément finalement, alors que c'est plutôt contre-intuitif, en efficacité, en clarté. S'autoriser une pause là où on est dans des entreprises où la pause est mal vue, où je parle souvent de l'hypocrisie de la cigarette. Le mec qui va fumer sa clope pour mal sa santé, qui s'absente une demi-heure, 20 minutes, ce n'est pas plus, etc. Ça passe. Enfin, en tout cas, c'est toléré. Toi, tu vas dire, attends, là, j'ai besoin de prendre l'air. Je vais aller dans la forêt derrière ou je vais aller marcher, je reviens dans une demi-heure. T'es pas là pour marcher, t'es là pour bosser, quoi. Mais en fait, je vais revenir certainement plus détendu, les idées beaucoup plus claires et peut-être avec la meilleure idée que j'aurais jamais trouvée si j'étais restée sur mon putain de fauteuil. Mais c'est ça. Mais c'est vrai que au départ, c'est contre-intuitif. C'est contre-intuitif parce que on est sur quelque chose d'assez mathématique de si je dois sortir plus de résultats, il faut que je bosse plus, etc. Et c'est normal en fait que ça mette du temps à se désintoxiquer un petit peu de cette manière de travailler. Il faut l'expérimenter. Et donc, ça demande, et c'est du temps long dans une société qui veut du rapide. Exactement. Et c'est pour ça que je dis, il y a du kiff tout au long du chemin. Parce que la montagne, elle est haute, on est d'accord. Mais en fait, à chaque petit pas, il y a déjà du résultat et de la satisfaction. Et pour moi, c'est la clé. Et c'est ça qui fait qu'on y continue. Et après, des fois, on va redescendre parce qu'on va avoir un coup dur. Et puis, on reprend nos réflexes, etc. La vie. Donc ça, c'est la vie. Et le but, c'est pas d'être tout le temps comme ça. Hein. On n'est pas dans l'injonction à la croissance non plus là-dessus. Il y a des allers-retours, c'est pas grave. Mais il y a des réflexes qui se prennent. Et tu m'as demandé aussi quel était l'intérêt d'exploiter sa zone de confort. Pour le coup, c'est un sujet de robustesse. La robustesse, pour la définir, alors la personne qui en parle le plus en France, c'est le biologiste Olivier Amand, qui passe à énormément d'endroits pour parler de ce principe qui est un principe du vivant.
C'est pour ça qu'il y a beaucoup de liens avec le slowpreneuriat, et on pourrait dire que le slowpreneuriat est un mode d'entrepreneuriat qui permet la robustesse dans le travail. C'est pas le seul, mais en tout cas, ça amène ça. Si je prends le respect du vivant, et le vivant, c'est la ressource, c'est l'humain, et donc finalement, tout son écologie. En fait, c'est la manière dont fonctionne le vivant. Qu'est-ce qui fait que sur la planète Terre, alors qu'il s'est passé des fluctuations beaucoup plus violentes que celles qu'on traverse aujourd'hui, les volcans, tout ça, les météorites, voilà, mais le vivant est toujours là. Et le vivant est toujours là parce qu'il est robuste. Et en fait, la robustesse, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. D'accord ? Ça, c'est la définition biologique et même par rapport aux organisations, etc. Donc, c'est en gros, comment tu peux passer, quand il y a du mouvement autour de toi, d'être complètement ballotté comme un petit grain de sable dans l'océan et tu t'en prends plein la tronche, etc., à tu surfes dessus et en fait, ça bouge, mais toi, tu es sur quelque chose de stable. Et donc de solide aussi, j'imagine. Il y a une forme de solidité dans la robustesse. D'où le mot robustesse, tout à fait. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est qu'on remet la performance, en fait, sur le principe, la robustesse s'oppose à la performance. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de performance, mais qu'au lieu d'en faire, comme c'est aujourd'hui un culte, il faut toujours être performant. Il y a plutôt à cette croissance, c'est-à-dire que croissance continue, tu veux dire ? Oui, ça fait partie des performances. Donc plutôt qu'à chercher à être toujours au top, de toujours atteindre l'objectif le plus vite possible, avec le moyen possible, en optimisant tout, etc., la performance, c'est des moments ponctuels. Il y a des crises, il y a des moments où il y a besoin de performance, mais ce qui la permet, c'est le fait que la plupart du temps, on n'est pas dans la performance, on est au contraire en sous-optimalité. Et la zone de confort, pour moi, c'est ça, tu pourrais faire plus, tu es capable de faire plus en te faisant violence, concrètement. Maltraitance, violence. Voilà. Et il peut y avoir des situations dans lesquelles tu vas te mettre dans ces situations parce que c'est nécessaire. Le pompier, quand il va éteindre l'incendie, il a beau être en tenue, voilà, c'est éprouvant et c'est de la performance. Mais pour pouvoir le faire, il ne le fait pas 24 heures sur 24 et toutes ces journées de boulot. Donc c'est vraiment cette idée de comment je peux avoir un socle dans mon entreprise qui est suffisamment stable, robuste, viable pour non pas passer entre les gouttes et éviter les fluctuations, mais être capable t'as pas le contrôle de toute façon. Mais être capable de les encaisser. Mais tu dis dans le monde du travail, mais moi quand je t'entends, ça marche dans la vie de manière générale. Dans tout à fait. Et pour moi, il y a plein de choses qu'on peut faire autour de la robustesse, sur les business models, à tous les niveaux. Et moi, j'amène ce sujet pour les indépendants notamment, parce que par exemple, il y a un principe de robustesse, un des principes de robustesse, de sous-optimalité, c'est la redondance. Quand tu es tout seul, tu n'es pas trop redondant, tu es tout seul. Il n'y a pas de collègues pour prendre le relais, etc. Donc, c'est un public qui est assez fragilisé dans la période actuelle. Et moi, ça m'intéresse beaucoup de voir comment les indépendants, malgré leur réalité solo, peuvent quand même gagner en robustesse et justement avoir des entreprises qui soient stables là-dedans, y compris sur des fluctuations qui viennent de l'extérieur, comme des problèmes de santé, et puis une variation du niveau d'énergie. En fait, des fluctuations, on vit aussi à l'intérieur et normaliser ça. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que là, on touche vraiment du doigt le fait de regarder en face le fait qu'on ne maîtrise pas grand-chose. Et donc, je reviens à ma définition de la zone de confort. Une zone où on se sent en maîtrise, c'est on ne cherche pas à maîtriser ce qui nous arrive et ce qui nous parvient. La seule chose qu'on peut maîtriser, essayer de maîtriser, c'est comment on y répond et éventuellement, qu'est-ce qu'on met en place comme socle solide pour que notre business ne dépende pas, par exemple, uniquement d'un type de client ou d'un type de marché. Parce qu'on a tellement tout optimisé dans le monde du travail. La performance, ça demande un monde stable et abondant en ressources. Ça marche pas. Ça marche pas. Et c'est pour ça qu'il y a que le sujet de la santé a enfin, pas forcément pour les bonnes raisons, mais enfin eu sa place dans le monde du travail. C'est qu'on s'est rendu compte que la ressource humaine, elle commence à tirer un peu la gueule. On est en train de complètement exploiter la ressource de la Terre. Parce que c'est la même chose, on nous oppose. Mais en fait, là où on parle d'écologie, l'écologie et la ressource de l'humain, donc sa santé, c'est le même combat, les amis. Quand on veut les opposer, c'est-à-dire que quand on se soucie de la ressource écologique, c'est au même degré dans le monde du travail se soucier de la ressource humaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde du travail, nous, on est au service du monde du travail. On est devenu une ressource qui est complètement exploitable, asservie et désolée, je vais être un peu lire, mais on tire le jus jusqu'à la moelle. Et puis moi, je l'ai vécu. Puis le jour où tu pars en burn-out, etc., t'es plus utile, t'es plus un humain, t'es une procédure. Comment on la gère là ? Parce qu'elle prend de la place, elle nous coûte de l'argent, etc. Elle est plus utile. Il n'y a pas d'humain, les amis. Et je pense qu'il faut quand même le dire. Donc je trouve ça important quand tu dis ça aussi. De manière, je le dis un peu pushy, mais voilà, de vraiment remettre la notion de ressources où elle est même de manière générale et faire même les analogies ailleurs pour que les gens
sentent ce que ça veut dire l'exploitation de la ressource. Exactement. Et là, en fait, on est aujourd'hui, dans le monde du travail, en pénurie d'humains en bonne santé. Presque. Limite, ils sont rares. Eh bien oui. Et donc... Même le médecin, mais même le corps même médical, le médecin, ils sont dans une santé, mais oui. on a bientôt une médecin qui arrive ici, docteur, qui a fait un burn-out, donc vraiment, ils sont vraiment... Moi, je suis intervenue pour des cadres de soins en conférence sur ce sujet-là, et c'est une réalité. Enfin, on est malheureusement soignés par des gens il faut vraiment les soigner eux, quoi. Je disais tout à l'heure, en fait, ce qui est fou, c'est que dans cette pénurie de ressources humaines en bonne santé, donc, pour rappel, ce qui nous permet, si on veut faire du bon travail, même sans aller jusqu'à la performance, parce qu'encore une fois, la productivité, la performance, on la cherche, mais non, en fait, on veut juste des gens qui travaillent et qui font bien leur taf. On n'a pas besoin d'être dans l'inconfort pour faire bien son taf si on est au bon endroit, avec les bonnes compétences, etc. Dans sa zone de confort. Dans sa zone de confort, tout à fait. Donc, en fait, si on veut gagner en productivité, ok, admettons, ou même tout simplement, même si on a des entreprises qui ont d'abord un but humain, mais qui n'empêche qu'elles doivent répondre à des besoins et donc produire dans une certaine mesure, et même si ce n'est pas leur unique rôle, il y a un travail à faire, le meilleur moyen de faire en sorte que ces humains soient capables de faire ce travail sur le long terme, tout en coûtant pas trop cher en turnover, en absentéisme, etc. aux gens, c'est de prendre soin de la santé des humains. Le problème aujourd'hui, c'est que dans le monde du travail, on veut faire ça sans toucher. En fait, on veut que les humains aient mieux. Sans toucher au système qui les rend malades. On veut surtout pas toucher à ça. On veut pas remettre en question le productivisme. On veut pas remettre en question la performance. On veut pas remettre... Donc, en fait, d'où l'hyper-responsabilisation aussi. Parce que, écoutez, faut que vous alliez mieux. Mais c'est à votre charge. Rien. Voilà, nous, on change rien parce qu'on veut toujours plus de quoi. Mais vous faites ce qu'il faut. Faites ce qu'il faut parce que, quand même, on a besoin de vous. Et en fait, c'est ça. On est vraiment dans ce truc où il y a une pénurie d'humains en bonne santé, ce qui est problématique pour l'humain de manière générale, mais même si on est sur le prisme du monde du travail. Et c'est vraiment ça, il faut pas toucher à ça. Mais c'est comme il faut pas toucher à la croissance, il faut pas toucher à toutes ces notions qui ont constitué le système, qui pour moi est en train de s'effondrer, mais tu vois, c'est un peu la vieille garde qui s'accroche, mais qui est bien puissante quand même dans sa manière de s'accrocher. Et en fait, ça peut pas marcher. En tout cas, il y a un moment, il va y avoir un sujet. Mais c'est ce que je te disais quand on en parlait, c'est que le problème, c'est qu'il voit bien, mais en train d'arriver l'IA. Oui. Mais qui va remplacer une grosse partie de la ressource humaine pour essayer d'avoir... Alors, mais ça va être un pansement le temps d'eux, tu vois ce que je veux dire. Mais pour moi, l'IA va leur permettre de trouver une solution pour maintenir le système en place, tu vois ce que je veux dire. Et parce qu'en fait, on va couper de l'humain qui pourrait devenir malade par quelque chose sur lequel, jusqu'au temps où, comme on ne sait pas jusqu'où ça va aller et quels sont réellement les risques à maîtriser. Mais tu vois, ils ont trouvé une autre solution technique pour pouvoir maintenir encore le système, parce que l'humain étant défaillant pour continuer à produire, du coup, on est en train de trouver une solution qui puisse complètement, mais pour moi, c'est complètement illusoire parce que justement, alors moi, je le vois beaucoup ça chez les indépendants, où il y a des métiers où... concrètement, qui sont mis en difficulté par l'arrivée de l'IA et qui sont remplacés par l'IA, etc. Et ce qu'on explique à ces indépendants-là, c'est, tu sais, la fameuse phrase « tu ne vas pas te faire remplacer par l'IA, tu vas te faire remplacer par ton concurrent qui utilise l'IA ». Ah oui. Et généralement, phrase dispensée par des personnes qui vendent des formations de l'IA autour de l'IA. Mais en tout cas, tu vois, cette injonction, il faut s'y mettre, sinon tu vas te dépasser avec toute cette pression qui vient, comme si on ne pouvait absolument pas faire autrement. Et en fait, moi, j'ai des gens qui me disent, mais en fait, moi, j'aime mon métier. J'ai absolument pas envie qu'il soit fait par une machine. Qu'une machine, et de moi, me retrouver dans une espèce de pilote de cette machine. Et là où je trouve que l'IA est très vicieuse, et moi, je sens que ça va arriver comme ça, j'entends par exemple des indépendants qui disent, mais moi, aujourd'hui, si j'ai besoin de l'IA parce que pour continuer ma croissance ou juste pour maintenir le niveau que je suis allée chercher. En fait, moi, je suis toute seule, j'ai plein de trucs à faire et donc, en fait, sans l'IA, je m'en sors pas. Mais si tu as absolument besoin de l'IA aujourd'hui pour que ton quotidien professionnel il soit soutenable, tu n'as pas un problème d'IA ou tu as un problème de business model. C'est-à-dire que ton business aujourd'hui, ton modèle et ta rentabilité et ta viabilité, en tout cas, ou maintenir le niveau que tu as atteint, te rend hyper dépendante de quelque chose que tu maîtrises pas, accessoirement. Tous les gens, quand il y a des pannes de ChatGPT et de toutes les automatisations qu'il y a, et pendant une demi-journée, ils sont cuits. Le niveau, ça demande du temps. Franchement, pour avoir des trucs de bonne qualité, des bons résultats, ça demande un investissement en temps, tu vas s'intéresser. Enfin, c'est pas non plus si accessible que ça. Et surtout, tu ne maîtrises pas ça et puis ça résout pas le problème parce que le temps que tu gagnes avec ça,
Si c'est pour le remplacer en faisant autre d'autres choses, c'est ça qu'ils font. tu vas continuer. Et en fait, c'est encore une escalade. Mais en fait, c'est la même escalade. Je crois que c'était, je sais plus quel économiste, Keynes, je sais plus. Quelqu'un au début du XXe siècle qui avait prédit qu'à notre époque, on bosserait plus que 15 heures par semaine parce qu'avec l'industrialisation et l'évolution des machines, il était là, mais c'est génial. Et c'est d'ailleurs le même discours qu'a Musk, je crois, en disant, mais avec l'IA... Oui, exactement, il dit ça. Mais non, en fait... Bientôt, on travaillera plus, il y aura un revenu universel. Oui, et puis même, on n'aura plus besoin. Mais en fait, il suffit de regarder l'histoire. Le problème, c'est que tant qu'on n'a pas remis en question le fait que l'homme doit se rendre utile en bossant au maximum de ses capacités, tout le temps qu'on gagne, il ne fait que... maximum de ses capacités pour rester en santé. Parce que tu vois, on pourrait... Oui, tout à fait. En tout cas, c'est le travail qui doit combler ça. Donc en fait, ce qui s'est passé à travers tout le XXe siècle et que ça continue avec l'arrivée du digital, etc., oui, on a des outils qui nous font gagner du temps, mais ce temps-là, on n'en profite pas pour nous. On n'en profite pas pour se reposer plus. On fait plus, on produit plus. Et en fait, cette illusion, et même si ça part d'une bonne intention, c'est à quel moment on va mettre l'outil réellement au service d'un gain de temps pour notre santé. Et c'est là où c'est ça. Donc en fait, l'IA, pour moi, c'est complètement illusoire. Oui, ça va remplacer, mais il y a aussi beaucoup d'entreprises qui en reviennent. Hein. Ouais, bien sûr. Ils se rendent compte que le niveau de qualité, il est pas, ça remplace pas l'humain à tous les niveaux, mais surtout, c'est juste mettre un pansement. Et encore une fois, on voit un symptôme, on résout le symptôme, mais on va pas chercher la cause. Donc on coupe pas le robinet. Jamais. Et donc en fait, ça continue à couler, puis il va y avoir d'autres problématiques qui vont arriver. Le sujet que pour terminer, je voulais aborder, c'est le rapport de la culpabilité. Ouais. Tu expliques aussi dans ton livre, c'est comment aujourd'hui justement, à travers tout ça, cette méritocratie, le pousser à la performance, le fait de sortir de sa zone de confort, en fait, de pousser les gens à toujours plus, au-delà, tu viens de le dire, de leurs capacités naturelles, soutenantes et les maintenir en bonne santé. Comment aujourd'hui, tous nos systèmes de croyances est basé justement sur la culpabilité et en quoi cette culpabilité devient finalement un contrôle social. Oui, complètement. Ça, c'est intéressant parce que je me suis intéressée à ce sujet parce que déjà, moi, j'en ai ressenti beaucoup à travers de toutes ces années. Maintenant, ça va, je me sens plus coupable de grand-chose, mais ça m'a pris du temps. Et je le vois beaucoup chez les personnes que j'accompagne. Donc, je me suis intéressée, au fait, c'est quoi cette émotion dégueulasse ? Comment elle fonctionne ? Simplement, sans rentrer dans... Parce que je ne suis pas une spécialiste du cerveau, mais moi, j'avais besoin de comprendre pour moi. Et en fait, pour l'expliquer simplement, le rôle de la culpabilité qu'on a depuis l'enfance, il est de nous apprendre les limites et les règles pour pouvoir vivre en société. Comme on est un animal social, il y a besoin à un moment donné d'une émotion suffisamment désagréable à vivre pour qu'on n'ait pas envie d'y retourner. Et donc, c'est un filtre qu'on a dans la partie dans le néocortex, dans la partie frontale du cerveau, dans lequel est stocké globalement l'ensemble des règles, des croyances, et qui nous permet de vivre les uns avec les autres. Et ça, ces croyances, elles sont issues des mœurs, de notre culture, de notre éducation, de nos expériences de religion, enfin de tout un lot de choses. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que quand on prend une décision, ou même quand des fois on imagine prendre une décision, ou quand on agit un peu sur le vif, en fait, ça va être... C'est un peu comme un filtre. Et il y a un filtre avec un petit policier, une petite policière, petit bonhomme, qui dit... Ça, c'est bon, ça correspond à tout ce système de croyances-là, et à toutes les règles, ça c'est bon, tu peux y aller. Très bien, ça passe, on ressent rien, enfin, on peut ressentir de la joie, etc., mais pas de culpabilité. Ni honte, parce qu'en fait, honte et culpabilité, ça va ensemble. Tout à fait. Oui, culpabilité, c'est tourner vers les autres, honte, c'est tourner vers soi-même. Voilà, on va dire que c'est le petit binôme d'émotions dégueulasses qu'on n'a pas envie de vivre, qu'on n'a pas envie de ressentir. Je parle d'eux pendant ma conférence. J'ai des petits bonhommes, comme dans Vice et Versa, je les appelle honte et culpabilité. Voilà, exactement. T'es là, oh non, ça, j'aime pas. Et c'est le but. Et c'est ce qui fait que quand on est enfant et qu'on fait une bêtise ou qu'on fait un truc qui est pas bien, en fait, le rôle, c'est ça, c'est un rôle éducatif et de nous maintenir suffisamment... Un peu punitif, dans le droit chemin, quoi. En fait, c'est ça, et surtout qui nous permet, encore une fois, d'être accepté par les autres. Le but, c'est ça. On est un animal social. En fait, l'accepter, c'est surtout de ne pas ressentir la sensation désagréable du rejet. Exactement, tout à fait. Parfois, quand on a une idée ou qu'on prend une décision ou qu'on fait quelque chose d'une manière qui transgresse ça, là, ça déclenche, ça envoie une autre partie du cerveau, l'insula, je crois, où ça déclenche cette sensation-là pour nous dire « Attention, tu transgresses ». Et en fait, c'est pour ça que c'est très normal aussi quand on commence à agir, même si on a, tu vois, si on nous écoute et on dit « Ah ouais, c'est vrai, vous avez raison, etc. » Attention, c'est pas parce qu'on a une prise de conscience que dans notre
petite liste de fiches. Moi, je l'imagine comme un petit classeur avec des fiches sur ça, on peut pas, ça, on peut pas. Une croyance, c'est long, en fait, à dégager. Et c'est normal. Et donc, pendant un temps... En plus, il faut l'expérimenter dans le vrai. Pour c'est ça. En fait, c'est ça. Il y a pas mal de choses qui peuvent débunker les croyances. Moi, je crois beaucoup à l'expérimentation parce que je pense que l'expérience fait partie des leviers de croyances les plus puissants et les plus rapides. Mais parce que tu le vis dans le corps. Parce qu'on le vit dans le corps, voilà. Et donc, il y a... en fait, il y a quelque part besoin d'accepter et de normaliser le fait qu'au départ, quand on change de manière de travailler et qu'on va vers plus de slow, vers plus de confort, c'est normal de culpabiliser. Et c'est une défense normale de notre cerveau. Et c'est là où on peut... c'est pour ça qu'on a besoin d'être entouré, c'est pour ça qu'on a besoin de soutien, c'est pour ça qu'on a besoin peut-être de rationaliser un minimum en disant non mais c'est bon, en vrai, de réécouter la relève encore et encore. Voilà, tu vois. Non, mais, en fait, il y a besoin de se doper un peu à ça pour se rassurer. Et petit à petit, la culpabilité, elle passe. Et elle passe pas parce qu'on s'habitue, elle passe parce que l'expérience nous fait nous dire, tiens, quand j'ai décalé ce rendez-vous parce que j'en pouvais plus et qu'en fait, je suis arrivée, je me disais, je vais rien suivre, en fait, la personne, elle a repris un rendez-vous. Tiens, quand j'ai pris une pause, je suis revenue, en fait, après, j'étais mieux. Tiens, quand j'ai demandé à mes clients si on pourrait pas plutôt travailler comme ça, ou à mes collaborateurs, ou à mon manager, parce qu'en fait, cette manière de faire, elle est très inconfortable pour moi, ils étaient ouverts à la discussion. Et des fois, on va aussi avoir des expériences qui ne vont pas fonctionner. C'est-à-dire que c'est pas magique, et oui, des gens qui comprennent pas, etc. Mais c'est l'accumulation d'expériences positives en allant dans un sens qui est plus bénéfique pour nous, qui petit à petit fait que la croyance évolue, et donc la culpabilité disparaît. Et c'est pour moi, faut la prendre comme comme dans vice versa, comme un petit bonhomme qui est là pour nous protéger, comme le stress d'ailleurs, et à qui il faut dire ça va aller, c'est normal. Je sais que t'es pas content, mais regarde, t'inquiète, on va changer la petite fiche et après ça va mieux aller. On va y aller tranquille, quoi. Donc confiance. Faut pas culpabiliser, faut pas. C'est normal et c'est tout le monde. Et en fonction, en plus de selon qu'on est un homme, une femme, qu'on est dans un milieu social et tout, on va pas avoir en plus les mêmes choses. Bien sûr, de par notre expérience et notre vécu, on se situe. Exactement. Donc ça passe et il y a pas de miracle à part. On n'en meurt pas, quoi. Non, on n'en meurt pas. C'est pas agréable, mais on n'en meurt pas. C'est son rôle. Mais en fait, c'est un rôle d'alerte. Mais c'est pour ça, encore une fois, qu'il y a besoin de soutien pour justement se rendre compte qu'on ne vit pas le rejet. Exactement. Et si on vit le rejet de certaines personnes, mais pas de tout le monde. Donc, c'est comme ça qu'on traverse ça. Et d'ailleurs, il y a un super livre de Mona Chollet sur la culpabilité. Oui. Il est top, franchement, on vous le met là. Mais à lire, franchement, il est hyper intéressant. Pour terminer, on arrive à la fin. Si tu devais résumer ton message justement aux personnes qui nous écoutent, et puis on l'a dit, on est plutôt sur une société où les gens sont pas très, très en forme, plutôt un peu malades, fatigués, épuisés. C'est vrai qu'ils sont un peu au bord de l'épuisement, qui se diraient ok, le problème c'est moi, c'est parce que je suis pas assez forte, je suis pas assez. T'aurais envie de leur dire quoi? Que non, le problème n'est absolument pas sur toi, et qu'en effet tu maîtrises pas grand chose dans ce système. Collectivement on peut changer les choses, ça c'est sûr, mais je crois que pour s'engager collectivement on a besoin d'abord de prendre soin de soi. Et pour moi, c'est de faire la différence dans ce qui est vraiment en ton pouvoir d'agir. Sur quoi tu peux agir. Il y a plein de choses malgré tout. En fait, par rapport à la masse, ça semble peu, mais tout ce qu'on peut faire du mieux qu'on peut, à l'instant où on peut, avec les moyens qu'on peut et les croyances qu'on a. Ça, c'est important de le comprendre. Moi, je crois fondamentalement qu'on fait toujours ce qu'on peut. Tout ce que tu vas pouvoir faire pour prendre soin de ta santé. Même si tu vois pas au départ ce que ça va t'apporter, l'expérience va te l'amener. Aller regarder ce qu'il y a dans ta zone de confort. Ne serait-ce qu'en fait, explorer, avant de pouvoir exploiter, il faut explorer. Alors, zone de confort, c'est qu'on l'a pas dit, c'est ta zone de talent, ta zone un peu de génie. Dans la zone de confort, j'ai mentionné certaines choses. Il y a ta santé, t'as effectivement la zone de ce qu'on appelle zone de génie, c'est-à-dire l'accumulation de tes talents et de ton mode de fonctionnement naturel, comment t'es câblé. Est-ce que t'es du genre to-do list ou pas to-do list? Est-ce que t'es du genre introverti, extraverti, enfin peu surtout comment ton cerveau il fonctionne. La sécurité, qu'est-ce qui te met en sécurité, que ce soit financière, émotionnelle, etc. Et une notion de fluidité qui va se jouer sur notamment la charge de travail. Est-ce qu'il y a des marges de manœuvre, mais aussi est-ce que je travaille avec les bonnes personnes, sur les bonnes choses. Enfin, voilà. La zone de confort, c'est tout ça. Et donc, ça fait plusieurs leviers aussi. Des fois, il y en a un qui est en berne. Et bien, il y a aussi les autres qui sont là en soutien. Donc, mais c'est important d'aller explorer parce que justement, c'est pas dans une situation d'urgence où c'est moins facile là de se dire je vais regarder ce qu'il y a dans ma zone de confort alors que j'ai jamais cherché. Donc, dans des moments où c'est pas trop la grosse urgence, aller creuser ça, parce que c'est ce qui permet, dans des moments difficiles aussi, de s'appuyer dessus.
Et qui crée la fameuse robustesse dont tu parles aussi. Exactement. Donc c'est cette stabilité lorsque c'est mouvant, quoi. Ouais, et puis en fait, faire face au fait, même si ça peut paraître très anxiogène, faire face au fait qu'on est rentré dans une ère particulièrement mouvante. C'est la vie aussi de la planète, de l'humanité, etc. Même si l'homme est responsable de beaucoup de mouvements en ce moment, hein, mais c'est notre réalité. Et là-dedans, il y a tout cet enjeu de trouver de la sécurité dans ces fluctuations-là. Et pour moi, ça passe beaucoup par la confiance qu'on a en nos capacités. Et tu vois, c'est une sécurité qui peut être aussi matérielle dans une certaine mesure. Hein. Encore une fois, faut payer ses factures, on est d'accord. Mais je crois beaucoup que c'est en ayant confiance à nos capacités, créer des liens aussi. En fait... La coopération, l'entraide, c'est aussi ça qui amène de la sécurité. Et on est parti tellement loin dans l'individualisme que je sais que ça demande un réapprentissage aussi. Mais oser la vulnérabilité, oser demander de l'aide, en fait, s'entourer. Et puis, arrêter de vouloir rentrer trop de choses dans le placard. Les personnes ont des problèmes d'organisation. Les gens qui ne savent pas s'organiser ne sont pas capables de travailler. Donc, on n'a pas tous les mêmes manières de nous organiser, mais c'est aussi... quelles que soient nos ambitions, accepter que si on veut les atteindre, les meilleures chances qu'on a de les atteindre, c'est en n'essayant pas de bourrer le placard au maximum, en faisant le plus vite possible, avec de la croissance hyper rapide. C'est se laisser le temps de faire les choses et en fait, le chemin, il est kiffant. Et voilà, on gravit les échelons un à un et c'est largement suffisant. Et se réapproprier la suffisance. Super pour le mot de la fin. Merci Laure. Est-ce que tu auras envie de rajouter un dernier mot, parce qu'une question que je t'aurais pas posée, sur un message que tu auras envie de faire passer à nos auditeurs? Si je peux donner un dernier petit tips pour les personnes qui ressentent beaucoup d'injonctions, faites du tri dans les gens que vous suivez. Ouais. Enfin, moi je l'ai fait. J'irai pas donner de leçons sur soyez moins sur votre téléphone parce que moi ça fait aussi partie des choses, c'est toujours du work. Moi j'ai tendance à le dire et d'essayer. Oui, mais ce que je veux dire c'est que moi-même, voilà, work in progress. Donc je sais à quel point c'est dur. Mais une chose simple, parce que ça a un impact énorme. En fait, les contenus auxquels vous êtes exposés. Quand je parle d'entourage, c'est aussi ça. Les contenus auxquels vous êtes exposés, une personne même que vous trouvez sympa, même si c'est une pote, mais qui va diffuser des choses où vous vous dites ça me tend et je me sens pas suffisante, et il vaut mieux y aller volontairement de temps en temps, mais désabonnez-vous. Voilà, y a pas, on ne doit rien à personne et ça fait une grosse différence. Il y a quelqu'un qui disait garbage in, garbage out. En gros, ce que j'ingère à l'intérieur, finalement après je le reçois à l'intérieur et vice versa. Laure, où est-ce qu'on peut te trouver ? Alors, on peut me trouver sur Instagram, @maslowboîte, où là, j'ai beaucoup m'adressé aux indépendants, parler de slowpreneuriat et de robustesse pour les indépendants. On peut me retrouver sur LinkedIn aussi, où là, je vais aborder plutôt l'angle des dirigeants, des managers et la vision un peu plus systémique de tout ça. Et où je vais creuser et remettre en question plein de choses sur notre monde du travail et le décortiquer. J'ai une newsletter aussi où je partage mes réflexions, parfois les coulisses aussi de ce que je vis. C'est un peu au gré de mes envies, mais c'est en général assez étayé. Parfois, c'est en version podcast, ça dépend des sujets et de mon humeur. Et voilà. Trop bien. Et puis, il y a mon livre aussi pour creuser le sujet, évidemment, qui est fait pour les indépendants à la base, mais en fait, si on remplace le mot indépendant client par collaborateur, en fait, l'entreprise, c'est un projet. Hein, donc, n'importe qui dans n'importe quelle entreprise. C'est une communauté. Enfin, c'est donc une entreprise, tu peux te transformer dans ta vie, ta famille, où tu veux. Les principes sont les mêmes pour tout le monde. C'est juste que les exemples que je prends, c'est plutôt les indépendants, mais honnêtement, il y a des gens qui l'ont lu, qui sont managers, salariés. Enfin, petit exercice de transposition, mais la base est là. Trop bien. Merci beaucoup. J'ai trouvé cet échange génial. On pourrait faire ça encore pendant des heures, parce que comme on a fait au téléphone. Merci d'être venu. Avec plaisir. C'était un chouette échange et je te soutiens dans ta volonté d'impact et dans ta vision du monde que je partage à 3000%. Je souhaite effectivement qu'on arrive vraiment tous à ralentir pour être en meilleure santé et arrêter d'être dans cette course folle et beaucoup plus de liens, beaucoup plus d'entraide, qu'on vienne à nos fondamentaux. En fait, on va en avoir besoin. Préservons-nous. Exactement. Parce que les prochaines années vont être suffisamment sportives comme ça. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ton message. Je pense que c'est un très très beau message à véhiculer. Enfin, trop chouette. Et puis merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Vous le savez, si vous nous avez écoutés, si ça vous a plu, abonnez-vous sur la chaîne d'écoute Spotify, Apple Podcast ou sur YouTube si vous nous
regardez sur YouTube, vous cliquez sur la cloche pour être informé chaque semaine. Et puis surtout, merci à vous. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine à nous écouter. Ça nous fait vraiment plaisir. Ça prouve effectivement que les sujets dont on parle pour gagner en santé, en impact, en cohésion, en humanité, ça vous touche. En tout cas, merci. Merci à vous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Relève.